Commissaire Rosic, l'héritage sanglant, roman policier, par Rodolphe Bringer. Chapitre 1. Conversation après boire. L'hôtel du Grand Cerf, à R, est réputé à 30 lieues à la ronde, non seulement pour l'excellence de sa cuisine, mais encore pour la fraîcheur de ses ombrages. L'été, il est véritablement délicieux de déjeuner ou de dîner sous les hautes futaies de son vaste parc, qui n'est qu'une enclave prise dans la vaste forêt domaniale qui entoure la petite ville. Aussi, quand arrive la belle saison, des tables nombreuses sont dressées sous les hêtres plus que centenaires, et les dites tables sont trop souvent insuffisantes pour réunir les nombreux touristes qui se présentent, attirés par la renommée du vieil hôtel. Cependant, ce jour-là, bien que l'on fût en mai et que la température se montrât particulièrement douce, à peine une dizaine de clients étaient disséminés dans le parc. C'est que, depuis 15 jours, le ciel avait été assez morose, de trop longues pluies étaient tombées, et les touristes, quoique invités par ce premier sourire radieux d'un printemps à la vérité tardif, n'avaient pas encore osé s'aventurer à la campagne. Parmi ces rares déjeuneurs, une table réunissait 3 hommes, qui se délectaient de la chair exquise de l'hôtel et de la douceur de cette journée adorable où le soleil riait dans un ciel très pur dont tout l'azur resplendissait à travers les frondaisons nouvelles de la forêt. Ces 3 hommes étaient M. François Chazal, un homme d'une trentaine d'années, à la figure barbue, au crâne dénudé, les épaules larges, mais le dos un peu voûté et le ventre commençant à protubérer sous le gilet, ce qui trahissait un homme condamné au travail de bureau et aux longues études sous la lampe. Cet homme était en effet un magistrat sévère et grave, tout récemment nommé au poste de procureur de la République de la petite ville de R. Le second paraissait avoir 45 ans et le visage bronzé, le nez proéminent, les yeux caves, mais brûlant d'une flamme vive, la bouche ironique, surmontée d'une petite moustache grisonnante, et la lourde mâchoire inférieure, comme toute cette allure jeune et bien découplée, indiquait au contraire l'homme d'action, de décision et d'énergie. Et c'était le célèbre M. Rosic, l'inspecteur de la sûreté, réputé dans le monde du palais comme de la presse, que la mystérieuse affaire du poignard de cristal, si habilement débrouillée par lui, venait de mettre subitement en vedette. Quant au troisième, c'était un grand jeune homme, de l'âge à peu près de M. le procureur de la République, et qu'aucun signe particulier ne désignait à l'attention. Sa figure complètement rasée pouvait passer inaperçue n'importe où, et son signalement se caractérisait certainement par cette formule désespérante: front moyen, nez moyen, yeux ordinaires, bouche moyenne, menton moyen. Il se nommait Jacques Vix. Dès sa plus tendre enfance, Jacques Vix s'était fait remarquer par 2 traits de caractère particuliers. D'abord, sa paresse indécrottable et ensuite son intelligence véritablement extraordinaire. Au lycée, il avait fait le désespoir de ses professeurs et en même temps leur étonnement. N'apprenant jamais ses leçons, n'écoutant les cours que d'une oreille inattentive et distraite, ne bâclant ses devoirs qu'à la dernière minute, il était en définitive le cancre le plus déplorable qui pût croupir sur les bancs de l'université. Et puis tout à coup, un jour, sans rime ni raison, Jacques Vix daignait faire une composition, et alors, étonné, surpris, n'en pouvant croire ses yeux, son professeur était contraint de le classer premier tant il avait fait montre de savoir et de connaissances diverses. On avait fini par le connaître, et malgré sa paresse invétérée, le lycée de Grenoble, où il avait qu'à un cas fait ses études, n'avait pas tardé à placer sur lui ses meilleures espérances d'ailleurs qu'il n'avait point trompées. Lauréat du concours général, reçu avec une note excellente à ses examens du baccalauréat, présenté à l'école normale supérieure, Jacques Vix avait tout de suite décroché la timbale en s'inscrivant avec le numéro 1 dans la section de philosophie. Enfin, à 22 ans, sans avoir jamais rien perdu de son rang, Jacques Vix était également sorti le premier et on l'avait immédiatement envoyé comme professeur au lycée de Lyon. Là, son indolence naturelle avait désespéré l'administration comme elle avait fait le désespoir de ses professeurs jadis. Sa classe marchait au petit bonheur
Les fainéants avaient beau jeu avec ce professeur qui ne se donnait jamais la peine de corriger les devoirs de ses élèves, et sans doute Jacques Vix, malgré toutes ses qualités, de disgrâces en disgrâces, n'aurait pas tardé à s'en aller végéter dans quelque lointaine sous-préfecture provinciale, si un beau jour, un arrière-petit cousin étant mort intestate, Jacques Vix n'avait hérité de lui la coquette somme de 3 millions. Enfin, s'était dit Jacques Vix, je vais pouvoir vivre sans rien faire. Et fort de ses 150 000 livres de rente, il était venu s'installer à Paris, comprenant que c'était la seule ville du monde où un homme qui est décidé à ne faire œuvre de ses 10 doigts peut voir s'écouler ses jours sans risquer de s'ennuyer. Jacques Vix, au lycée de Grenoble, avait été le condisciple de François Chazal, et comme les deux jeunes gens étaient l'opposé l'un de l'autre, la plus étroite amitié, comme il arrive toujours, n'avait cessé de les unir. Aussi, ayant appris que son ami venait d'être nommé procureur de la République à R, qui est aux portes de Paris, Vix lui avait écrit immédiatement « Un des jours de la semaine prochaine, j'irai te demander à déjeuner ». Et fidèle à sa promesse, ce matin-là, Vix avait débarqué à R, s'était fait conduire, ignorant l'adresse de son ami, au tribunal, et là avait trouvé Chazal, en grande conversation avec Rosic, venu dans le pays pour élucider une mince affaire de faux en écriture qu'il n'avait eu d'ailleurs aucun mal à débrouiller. « Tiens, te voilà. Eh bien, tu arrives à propos. On peut dire que tu as le nez fin. » s'était écrié Chazal. « Vraiment ? Justement, voulant traiter monsieur Rosic, que je te présente, j'ai commandé au grand cerf, dont tu connais la réputation, un excellent petit déjeuner. Tu en auras ta part, car, lorsqu'il y en a pour 2, il y en a pour 3. Si tu es gourmet, tu vas goûter des côtelettes de chevreuil comme tu n'en as sûrement jamais savouré, tout millionnaire que tu sois. Tiens, fit Vix, je croyais que la chasse était fermée. Pour moi, le plaisir sera double de déguster du chevreuil en temps prohibé en compagnie du procureur de la République du pays. Chazal se mit à rire. Mon cher, les cuisiniers sont si habiles aujourd'hui que de simples côtelettes de mouton habilement préparées peuvent jouer le chevreuil à s'y méprendre. Maintenant, si les côtelettes sont réellement du chevreuil, c'est affaire entre le maître d'hôtel et sa conscience. Le procureur de la République n'a pas à entrer dans ces considérations culinaires. Une demi-heure après, Chazal, M. Rosic et Jacques Vix étaient attablés sous les ombrages du parc du Grand Cerf et, mouton ou chevreuil, ils avaient savouré ainsi qu'il sied le plat renommé de la maison. Ces côtelettes, précédées de hors-d'œuvre appétissants, suivies d'une poularde de houdans grasse et cuite à point, et d'asperges délicates, le tout arrosé des crus les plus fameux de la cave, avaient on ne peut mieux disposé les 3 convives, qui, les coudes sur la table, le cigare ou la cigarette à la bouche, un verre de vieille fine à portée de la main, jouissaient de cette heure divine que leur faisait et le printemps et la digestion facile, tout en discourant légèrement. Et de quoi peuvent parler 3 hommes, quand l'un est procureur de la République et l'autre un détective réputé, de criminalité bien entendu, et désintéressé en apparence de ces choses, Jacques Vix écoutait sans mot dire, se laissant aller à sa paresse ordinaire, ne voulant, semblait-il, même pas se donner la peine de prêter trop d'attention aux propos de ces 2 commensaux. Cependant, comme M. Rosic parlait des difficultés innombrables qu'il avait eues jadis pour débrouiller le mystère à première vue inextricable du poignard de cristal, Jacques Vix eut un sourire, et de cette voix lente et comme désabusée qui lui était propre, « J'ai suivi cette affaire. Il me semble cependant qu'elle était claire comme de l'eau de roche. »« Ah, vous trouvez !» clama Rosic, bondissant comme si un ressort se fût distendu sur sa chaise. « Oui, certes, et permettez-moi de vous le dire, vous avez fait preuve de beaucoup d'intelligence. Mais il me semble que si vous n'étiez pas précisément détective de profession, tout de suite la vérité vous eût sauté aux yeux. » Rosic éclata de rire. « Facile à dire après coup. » Ce fut du moins mon impression première. « Je vois, » fit l'inspecteur de la sûreté, « que vous êtes un grand lecteur de romans policiers. »« Même pas. Je vous jure que depuis que j'ai quitté le professorat, si ce n'est mon journal le matin, je ne lis pas grand-chose. Pourtant, comme tout le monde, j'ai parcouru les aventures de Sherlock Holmes. » Rosic se renversa sur sa chaise pour mieux rire. « Nous y voilà, fit-il. » Mais Vix, le plus sérieusement du monde,
Mais non, je vous assure que vous vous trompez. Je n'ai pas sur Sir Sherlock Holmes les idées que vous supposez. J'admire le talent de M. Conan Doyle, l'auteur, et je l'admire dans une certaine mesure, car il est de toute évidence que lorsqu'on a composé un crime dans tous ses détails, c'est un jeu d'enfant d'en deviner par avance les auteurs et les combinaisons mystérieuses. Le lecteur qui lit un roman policier ne se rend pas compte que l'homme de lettres qui l'a écrit n'a aucune peine à deviner les chevaux d'une trame dont il est lui-même l'auteur. Pourtant, il faut reconnaître que la méthode de Sherlock Holmes appliquée à la police... Mais justement, s'indigna M. Rosic, quand un crime, je dis un vrai crime, a été commis, le policier chargé d'en trouver les auteurs n'est pas renseigné. Avec un peu de logique et de méthode... Ah, vous croyez? Je crois, fit Jacques Vix, que le grand défaut, M. Rosic, des détectives est leur déformation professionnelle. Le crime est innombrable et la police simpliste. Quand un crime a été commis, immédiatement, et malgré vous, vous le comparez à quelque cas analogue, et, sur le champ, vous vous embarquez sur une piste dont vous ne voulez pas démordre. « Je voudrais bien vous y voir !» clama Rosic. « Je n'y tiens pas le moins du monde !» assura Vix. « Je suis trop paresseux pour m'occuper à une besogne qui demande du temps, de la réflexion, de la patience, et une continuelle application de toutes les facultés. Si je n'étais pas aussi rossard, il me semble qu'avec le seul secours de la philosophie que j'ai si mal jadis enseignée aux jeunes gens de la bonne ville de Lyon, je veux dire avec l'unique raisonnement, j'arriverais à débrouiller le crime. « Tenez, vous me faites rire !» cria Rosic. Et voilà monsieur le procureur qui lui-même ne peut contenir l'hilarité que provoque chez lui une pareille assertion. Et en effet, Chazal souriait. Mais dans le fond, sans doute, il se disait que si véritablement Vix voulait se donner la peine un jour de faire de la police, il n'aurait peut-être pas grand mal à enfoncer Rosic lui-même tant il avait de confiance dans la haute et disons même supérieure intelligence de son ami. « Dites toute votre pensée, monsieur le procureur !» fit Rosic. Mais monsieur le procureur de la République n'eut pas le temps de répondre, car en ce même moment, il venait d'apercevoir un gendarme qui paraissait le chercher. Chapitre 2. Un crime a été commis. Chazal s'était levé et interpellant ce nouvel arrivant, « Gendarme, c'est moi que vous demandez ?» Le gendarme s'approcha et dit, « Je voudrais voir monsieur le procureur de la République. »« C'est moi. » Alors le gendarme se fixa dans une position réglementaire, le petit doigt sur la couture du pantalon, la main au képi, et respectueux des règlements, attendit que son chef hiérarchique daignât l'interroger. « Que voulez-vous? Parlez !» fit Chazal. « Monsieur le procureur, un crime a été commis. »« Ah ! À Bienouvienne. »« Qu'est-ce que c'est que Bienouvienne ?» demanda Chazal, qui était nouveau dans le pays. « C'est un canton de la Forêt. »« Bon, et alors ?» Nous descendions la route de la Gaudronnerie, le gendarme Champournac et moi, accompagnés du brigadier forestier, Favenot, que nous avions rencontré en route, et nous nous dirigions vers Saint-El, pour de là regagner M, où nous sommes casernés. Quand voici que le brigadier forestier levant la tête et nous désignant un vol de corbeaux qui s'abattait vers un fourré, nous dit « Tenez, regardez, je suis sûr qu'il y a du cerf-mort là-dedans. Quelque braconnier qui a fait son coup cette nuit et qui la nuit prochaine viendra chercher sa chasse. Mais les corbeaux ont flairé la viande. Il faut voir. » Et à grandes enjambées, il se dirigea vers ce fourré, et Champournac et moi, nous le suivîmes. Il y avait là un hêtre gigantesque, et sous cette ombre, la fougère ni le bois blanc n'avaient pu pousser, ce qui fait qu'il se trouvait comme une éclaircie, grande d'une dizaine de mètres environ. Or, au pied du hêtre, ce n'était pas un cerf-mort, comme le supposait le brigadier forestier, mais un homme. Un homme? Un vieux, assassiné, un coup de couteau en plein cœur, et du sang partout sur la mousse rase. Le brigadier forestier le reconnut, et Champournac et moi aussi, vu qu'on le voyait rôder dans la forêt, et tous les trois nous nous écriâmes « Tiens, c'est le père Canard !» Il ne donnait plus signe de vie. Petite perte, que dit le brigadier forestier Favenot. Mais qui diable l'a arrangé ainsi? Il n'avait pas d'ennemis dans le pays, pas même nous, les forestiers, car ce n'est pas pour quelques lapins qu'il colletait de temps en temps. Et en riant, il ajouta « Ce n'est assurément pas pour le voler !» Et au même moment, le gendarme Champournac, qui s'était penché vers le vieux pour voir s'il était bien mort, et qui ayant reconnu qu'il n'y avait plus rien à faire, fouillait ses poches pour y découvrir quelques pièces d'identité, car vous supposez bien que Canard n'est pas son nom,
Donc le gendarme Champournac se releva, levant un paquet qu'il venait de tirer de la poche intérieure de la veste du vieux. Un gros paquet plié dans un journal, et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il déplia le paquet, et alors, monsieur le procureur de la République, aussi vrai que je suis gendarme, que j'ai 20 ans de service sans compter mon congé dans l'artillerie, il découvrit des billets de banque, des billets de 1000 que, les ayant comptés, nous reconnûmes qu'il y en avait 300. 300 000 francs, gendarme, vous êtes sûr ? Aussi sûr que je suis sûr que ma femme s'appelle Élodie, monsieur le procureur, sauf le respect que je vous dois. À ce chiffre de 300 000 francs, monsieur Rosic, qui jusque-là n'avait écouté que d'une oreille distraite, se leva à son tour et s'approchant du gendarme, il demanda « Et ce vieux assassiné, vous dites que c'était un pauvre bougre ?» Mais le gendarme toisa cet inconnu qui se permettait de l'interroger ainsi, et sans doute allait-il le relever vertement, quand Chazal prononça « Vous pouvez répondre à monsieur Rosic, inspecteur de la sûreté. » Du coup, le gendarme rectifia à nouveau la position, reporta la main à son képi et dit « Le père Canard, monsieur l'inspecteur, mais il n'y a pas plus gueux dans tout le finage, tout le monde vous le dira. Et l'on a trouvé sur lui 300 000 francs, en billets de banque. » « Oui, monsieur l'inspecteur. » « Voilà par exemple qui n'est pas banal. Ma foi, monsieur le procureur, je devais partir ce soir pour Paris à 7h35, mais avec votre permission, je vais rester pour suivre cette affaire. Et, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'irai avec vous sur les lieux. »« Certes, monsieur Rosic, vous nous y serez du plus grand secours. » Et se tournant vers le Pandore, « Gendarme, vous allez avertir le greffier et le juge d'instruction. Dites-leur de commander 2 autos, et que l'on nous attende devant le palais de justice. Dans une demi-heure, nous partons sur les lieux du crime. » Le gendarme salua, fit demi-tour par principe, et disparut. « Charmante soirée !» fit alors Jacques Vix, qui n'avait rien dit jusque-là. « Moi qui étais venu ici pour passer 2 ou 3 jours avec toi. »« Bah, viens avec nous, c'est à 3 lieues d'ici à peine, nous serons de retour pour l'apéritif. »« Merci, je crains les émotions. » Pourtant, fit alors Rosic d'un air fort narquois, voilà ou jamais l'occasion de nous convaincre que, avec la seule force de la philosophie et de la raison, un homme qui n'est pas un policier et ne possède aucune des formations professionnelles peut arriver à la vérité. Il était évident que Rosic agaçait Vix. Pourtant, il hésita une seconde, sa paresse luttait en lui, mais enfin, « Ma foi, monsieur, fit-il, pour une fois, je puis bien me secouer. Eh bien, si c'est un match que vous me proposez, je l'accepte. Je vais vous accompagner là-bas. Voilà une victime. Nous verrons, monsieur Rosic, qui de nous deux découvrira le premier l'assassin. » Chazal se mit à rire. « Voilà, fit-il, qui promet d'être divertissant. Y aura-t-il un enjeu ? » « Ma foi non, riposta Rosic. Comme je suis à peu près sûr de gagner, je ne voudrais pas avoir l'air d'avoir tapé monsieur qui est millionnaire. » Vix se tut, mais un imperceptible sourire effleura ses lèvres. Cependant Chazal avait payé l'addition du merveilleux déjeuner qu'il venait de faire, et tous les 3 se levant se dirigèrent vers le palais de justice. Le gendarme avait fait diligence. Déjà les 2 autos réquisitionnées stationnaient devant le perron de pierre, et 2 hommes, qui étaient le greffier et le juge d'instruction, attendaient. Chazal présenta Rosic, disant « Voilà monsieur Rosic, qui se trouve à R, par hasard, et qui nous facilitera singulièrement notre tâche. » Puis, désignant son ami, « Monsieur Jacques Vix, qui veut bien se joindre à nous. » Le juge d'instruction salua Vix, puis tendit la main à l'inspecteur, tout heureux, assurément, d'être aidé dans sa mission par un homme dont le flair était célèbre non seulement dans toute la police de France, mais encore dans le monde entier. Le greffier, le juge et le gendarme montèrent dans la première auto, Chazal, Rosic et Vix dans la seconde, et les lourdes voitures s'ébranlèrent. Après avoir dépassé le faubourg de R, horriblement caillouteux, les autos s'engagèrent sur la route qui, le plus pittoresquement du monde, serpente dans la vieille et célèbre forêt, grimpant de roides côtes et dévalant des pentes rapides. Enfin, on se trouva sur une sorte de vaste plateau où les arbres voulaient bien en quelques hectares laisser la place à la culture. Et là-bas, au fond d'un vallon, on aperçut le petit village de Saint-Hel, avec son vieux clocher roman, les toits d'ardoise luisantes de ses maisons neuves
et les vieux chaumes grisâtres des dernières masures qui ont encore résisté au mouvement de nouveauté qui fait de ce petit coin délicieux un lieu de villégiature estivale de plus en plus couru. Mais, au lieu de descendre vers Saint-El, les autos tournèrent à gauche, empruntèrent une nouvelle route forestière dont le ruban rosâtre s'enfonça bientôt sous les épaisses futaies, puis, au bout d'un petit quart d'heure, les chauffeurs, qui connaissaient merveilleusement la forêt, freinèrent brusquement au moment précis où la route s'arrêtait à la crête d'une façon de précipice qu'elle descendait en un sentier rocailleux et abrupt, possible aux piétons seulement. L'endroit était d'ailleurs de toute beauté, dominant la forêt qui s'étalait comme un immense tapis de velours vert tendre, où, de ci de là, les feuillages plus sombres des pins dessinaient de vastes carrés sombres. Mais on ne s'attarda pas à contempler ce pittoresque panorama. Les autos s'étaient arrêtées et c'était à pied qu'on allait se diriger vers le théâtre du crime. Pour cela, la petite troupe, conduite par le gendarme, prit un sentier à gauche, dévala une pente roide, remonta un raidillon sablonneux, puis une nouvelle combe, plantée de hêtres touffus, aux troncs majestueux, se creusant devant eux, à travers les hautes fougères qui les fouettaient au passage, ils parvinrent jusqu'à cette éclaircie où le père Canard avait été assassiné. Ils le virent là, le vieux mendiant, étendu de tout son long, au pied d'un hêtre centenaire, gardé par le gendarme Champournac, qu'entouraient une dizaine de curieux, bûcherons, débardeurs et cueilleuses de muguets ou de girolles, qui étaient accourus en apprenant qu'un crime avait été commis. Le père Canard marquait au moins 80 ans. Son crâne était dénudé, et son visage, pâli par la mort, était mangé par une longue barbe d'un blanc sale. Il devait être de petite taille, et sa maigreur était extrême. Une chemise de lainage incolore était ouverte sur sa poitrine, toute couverte d'une broussaille de poils sales. Il portait en outre une veste dont il eût été bien difficile de dire quelle en avait été l'étoffe en sa nouveauté. Un pantalon de velours, jadis sans doute bleuâtre, était retenu à ses reins par une ceinture qui avait dû être rouge, était chaussée de gros sabots de bois blanc. À gauche, perçant la veste, on voyait un trou assez large par où le sang s'était échappé à gros bouillons. En voyant apparaître les autorités, le gendarme Champournac avait pris la position réglementaire et il dit « On n'a rien touché depuis qu'on a découvert le cadavre. Il est là tel que nous l'avons vu, mon collègue Pigeoin et le brigadier forestier Favenot. » Un homme s'approcha vêtu de bleu sombre et portant une casquette verdâtre où était brodé un cor de chasse. C'était un grand diable sec et basané, porteur d'une petite barbe courte, grisonnante, et dont les yeux, sous les arcades sourcilières profondes, pétillaient comme un feu de bois sec. « Brigadier forestier Favenot, fit-il, en portant la main à son képi. « Et les 300 000 francs, demanda Chazal. « Ils sont dans la poche où nous les avons remis, répondit le gendarme, heureux de montrer qu'il connaissait son métier et qu'il n'en était pas à son premier crime. Rosic se baissa sur le cadavre, entr'ouvrit la veste sanglante et tira un assez volumineux paquet enveloppé dans un journal. Il était tout inondé de sang. Jacques Vix s'était approché et tout soudain, il eut comme un mouvement de vive surprise qui n'échappa point au policier. « Voulez-vous examiner ?» fit-il en tendant le paquet à Vix. « Vous voyez, je suis beau joueur. »« Oh, ce n'est pas la peine, » répondit Vix. « Ce que j'ai vu me suffit. » Et Rosic eut un petit sourire ironique. Il pensa qu'il était déplaisant à l'amateur, comme il appelait en lui-même Jacques Vix, de se salir les mains à ce paquet sanglant. Mais il tendit la liasse au greffier, disant « À tête reposée, on étudiera ces fafiaux. » Puis il examina encore le cadavre, le souleva, le retourna, considéra le petit espace découvert où, à l'ombre feuillue du hêtre, nulle herbe n'avait poussé qu'une rase mousse laissant voir la terre rougeâtre, et dit « Il n'y a sûrement pas eu lutte. Ce vieux a dû être frappé au moment où il s'y attendait le moins. » Cependant Vix paraissait se désintéresser de la chose. Un simple coup d'œil lui avait suffi pour juger du cadavre, du théâtre du crime et de ses environs. Simplement se pencha-t-il et de très près considéra quelque chose sur le sol. « Vous cherchez l'instrument du crime ?» demanda Rosic goguenard. « Non, mais quelquefois, sans le vouloir, un brin d'herbe peut être d'un puissant secours dans un raisonnement. »« Auriez-vous déjà deviné la clé de ce mystère ?»« Pas encore, » répondit Vix. « Et vous ?»
mais je commence déjà à avoir ma petite opinion. Et voilà justement ce que je vous reproche, répondit Vix, et je suis intimement persuadé que vous vous enfoncez sur une fausse piste. C'est ce que nous verrons. Mais pour l'instant, peut-être, avant de savoir quel est l'assassin, peut-être serait-il bon d'apprendre quelle était la victime, qui sans doute était connue dans le pays. N'est-ce pas, brigadier? Chapitre 3. Le père Canard. Ainsi interpellé, le brigadier Favenot s'approcha. Certes, fit-il, qui, à 10 lieues à la ronde dans le finage, ne connaissait pas le père Canard? Eh bien, mon ami, pouvez-vous nous dire ce que vous en savez? C'est facile. Car voici bien 17 ans que je suis dans le pays et que je l'y ai vu arriver. Il n'est donc pas d'ici. Il y est venu il y a quelque chose comme 10 ou 12 ans. Et d'où venait-il? À vrai dire, le père Canard était assez discret. C'était un homme qui ne parlait guère. Mais je pense toutefois, si j'en crois des collègues, qu'il arrivait en droite ligne de l'autre côté de la forêt, du côté de D. Et savez-vous pourquoi il avait quitté cet endroit pour venir ici? Le brigadier forestier hocha la tête. Sait-on. Le fait est qu'il y a 10 ou 12 ans, je ne saurais préciser, on vit arriver le père Canard. Quand je dis qu'on le vit arriver, bien entendu, c'est une pure façon de parler, car à vrai dire, ce ne fut que lorsqu'il fut à peu près établi que l'on s'aperçut de sa présence. Il avait établi son gîte dans une vieille ruine qui se trouve sur la route de M et qui appartient à monsieur le comte de C, lequel est propriétaire, comme vous le savez, de quantité de bois sur le bornage de la forêt domaniale. Par conséquent, nous les forestiers, nous n'avions pas à nous occuper de lui. C'était affaire au garde particulier de monsieur le comte de C. Mais je me suis laissé dire que lorsque ces 10 gardes particuliers s'aperçurent que ce vieux père Canard avait pris logis dans cette ruine et qu'ils l'en voulurent expulser, monsieur le comte leur ordonna de le laisser tranquille, vu qu'il ne faisait de mal à personne. Ce n'était donc pas un méchant homme. Lui, l'être le plus inoffensif que l'on puisse rencontrer. Tous les dimanches, il s'en venait à Saint-El, où il entendait la messe, assis au banc des pauvres, qui se trouve à la porte, près du bénitier. Puis, après la messe, il faisait le tour du pays où chacun lui donnait, qui une croûte de pain, qui une pièce de 2 sous. Même l'été, les Parisiens qui venaient dans le pays et qu'intéressait ce vieux à barbe blanche lui glissaient souvent la petite pièce d'argent. Il y a même une année, une dame qui faisait de la peinture lui demanda de poser pour un tableau et lui fit un beau cadeau. Puis, sa collecte faite et son sac plein, le vieux père Canard reprenait le chemin de son domicile et de toute la semaine on ne le revoyait plus au village. Il errait dans la forêt où il cueillait, suivant la saison, des mûres, des champignons, de la faine, des glands. Ma foi, à ne vous rien celer, il colletait bien de ci de là un lapin, tantôt dans les bois de monsieur le comte et tantôt dans la domaniale. Bah, on fermait les yeux, car il n'en faisait pas commerce, et c'était uniquement afin de se payer un bon rôti. Je vous le dis, un homme qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, qui ne racontait ses affaires à personne, et à qui nul ne faisait attention. Et pensez-vous qu'il avait des ennemis? Lui? Ma foi non. Supposait-on qu'il pût être riche? À vrai dire, on disait parfois, quand il claquera, le père Canard, sûrement on trouvera un magot dans sa paillasse. Car vous comprenez, chaque dimanche il récoltait quelque argent qu'il ne dépensait jamais. Mais de là à supposer que l'on découvrirait 300 000 francs sur lui, et c'est vous qui avez le premier découvert son cadavre. Oui, avec les 2 gendarmes, on passait sur la route là-bas et on a vu un vol de corbeaux. Alors j'ai pensé que c'était un cerf que des braconniers avaient tué pendant la nuit. On s'est approché et on a reconnu le père Canard. Et jugez de notre stupéfaction quand on a trouvé tant de billets de banque dans sa poche. Ah, le vieux cachotier! Et vous reveniez de Tournai, sans doute. Vous aviez passé la nuit en surveillance dans la forêt. Non, j'étais parti de grand matin seulement. En sorte que vous n'avez aucun indice, que vous n'avez pu entendre aucun bruit. Mais à ce moment, un vieux bonhomme vêtu en bûcheron, le pantalon de velours, la chemise de flanelle, le bonnet de coton à larges rayures, s'approcha. Vous avez quelque chose à dire? Des fois. Qui êtes-vous? Je me nomme Désiré Piot, mais on m'appelle communément le Papa D, et je suis bûcheron dans la forêt. Or cette nuit, je venais du Mel, où on avait baptisé l'un de mes 18 ou 21 petits-enfants, car je n'en sais au juste le nombre, et je rentrais à Saint-El. Or, à un moment, m'étant assis sur les talus de la route, pour reposer un peu mes vieilles jambes, et étant dissimulé par l'ombre épaisse à cet endroit, j'ai vu passer à toute vitesse quelqu'un sur une motocyclette.
Il marchait si vite que je ne saurais vraiment dire si c'était un homme ou une femme qui la montait. Il se dirigeait vers le M. Et voici qu'une petite demi-heure après, mettons 3/4 d'heure, comme je passais devant le château de Maupas, la même bicyclette a passé, retournant vers Saint-Aile, à la même vitesse. Voilà ce que je peux dire, et si cela peut éclairer la justice. Et dites-moi, cette route du M est à combien d'ici? Mais à peut-être un petit quart de lieue. Et c'est tout cette nuit ce que vous avez vu. Vous n'avez rencontré personne d'autre. Personne? Si ce n'est toutefois le gars Cossard. Qu'est-ce que c'est que le gars Cossard? Un net charbonnier. Il surveillait des fourneaux que l'on est en train de brûler, à Bienne-ou-Vienne. Bon, fit Rosic, qui se recueillit un instant, comme pour mieux enregistrer dans son esprit tout ce qu'il venait d'entendre. Puis, se tournant vers l'assistance, il n'y a plus personne qui ait quelque renseignement à nous donner? Un gamin s'avança qui dit « Moi, je pourrais vous dire que le père Canard avant-hier a reçu une lettre, vu que j'ai rencontré le facteur qui m'a dit comme ça « Sais-tu où il gîte le père Canard? J'ai une lettre pour lui. » Et ma foi, depuis 6 ans que je suis dans le pays, c'est la première fois que ça lui arrive. Merci, mon garçon. Voilà sans doute un bon renseignement, si on pouvait trouver cette lettre. Et se tournant vers le parquet qui, heureux d'avoir comme collaborateur un homme de la valeur de M. Rosic, l'avait laissé complètement maître de diriger l'enquête. Si vous voulez, nous allons nous faire conduire au gîte de la victime. Si nous pouvions y trouver trace de cette lettre qu'il a reçue, il me semble que ce serait pour nous une heureuse indication. Tout le monde approuva, et le brigadier forestier s'offrit de conduire la compagnie. Après avoir donné l'ordre aux gendarmes de réquisitionner une charrette et de conduire le cadavre à Aire aux fins d'autopsie, le procureur de la République suivit ces messieurs que le brigadier Favenot dirigeait vers le logis du père Canard. Ils suivirent une sorte de ruisselet qui descendait de la combe vers la plaine, et après avoir marché 10 minutes environ, arrivèrent à la route du M, qui est un chemin encombré par les sables. Là, au croisement des 2 sentes, ils aperçurent une sorte de ruine que Favenot leur désigna du doigt en disant « C'est là ». Jadis, il y avait bien longtemps, ça avait dû être quelque rendez-vous de chasse rustique. Maintenant, ce n'était plus que 4 murs, dont 2 seuls tenaient encore debout, comme par miracle, et une toiture de chaume percée à jour et qui chavirait sur la gauche, ayant suivi la culbute du pan de muraille qui la soutenait. Une porte bâillait, fermée par une sorte de claie grossière, faite de branchages de bouleau, et il y avait encore une fenêtre sans volet ni croisée, mais que recouvrait un pan de quelque chose qui avait dû être un sac à charbon de bois. Ces messieurs pénétrèrent dans l'intérieur de ce taudis, qui n'était meublé que d'une table boiteuse, d'une sorte d'escabelle faite à coups de hache dans des morceaux de sapin. Dans un coin, un amas de fougères sèches devait servir de lit, et dans un autre coin, à l'endroit où le chaume percé laissait un vide dans le plafond, il y avait 3 grosses pierres à demi calcinées, et dessus une vieille marmite de fonte. C'était là tout le palais de ce père Canard, sur le cadavre de qui on avait trouvé 300 000 francs. Comme le parquet s'étonnait de ce dénûment véritablement extraordinaire, Vix pénétra dans la masure. Rosic le regarda, et le plus naturellement du monde, Vix lui dit « Vous vous pressez trop, monsieur Rosic. Certes, je comprends la hâte que vous ayez à retrouver cette lettre que le facteur a remise à la victime la veille de sa mort, quoique ma conviction soit que vous n'en découvrirez pas trace. Mais si vous aviez pris la peine d'examiner le sable fort malléable qui entoure ce logis, vous auriez reconnu que la motocyclette que le vieux bûcheron a par 2 fois croisée cette nuit s'est arrêtée ici, et on est reparti, et cela peut-être vous eût été d'une indication précieuse. Bah, fit Rosic, il y a temps pour tout. Mais il était évident qu'il était vexé de se laisser surprendre ainsi en flagrant délit de négligence professionnelle. Ce que je vous en dis, conclut d'ailleurs Vix, est pour vous prouver avec quelle bonne foi j'en agis avec vous. Mais Rosic ne répondit rien. Il furetait dans tous les coins, ce qui était d'ailleurs facile, mais il ne découvrait rien. « Tenez » fit alors Vix, qui, en un seul coup d'œil, avait envisagé la salle. « Voyez donc, là, du côté de ce grabat, cette protubérance de la terre. » Mais déjà Rosic y fouillait et découvrait une sorte de caisse d'épicerie, ayant peut-être contenu jadis du chocolat ou du savon, et qu'il essaya de tirer à lui. Mais la caisse était lourde, comme si elle eût contenu du plomb. Alors, à l'aide de son couteau,
Il en fit sauter le couvercle, et bondissant de surprise, un magot! La caisse, en effet, était pleine de sous, de petites pièces blanches, même de quelques louis d'or. Plus tard, quand on en eut fait le compte, on s'aperçut qu'il y avait là près de 7000 francs. « Mazette, il était bougrement riche, ce sacré père Canard !» s'exclama le forestier. « Cela ne m'étonne plus qu'on l'ait estourbi. » Mais il n'y avait plus rien à voir, et Rosic exprima « Ma foi, je crois que nous pouvons retourner à R. » 1 heure après, Rosic, Vix et Chazal se retrouvaient seuls, tandis que le greffier était allé griffonner son rapport et que le juge d'instruction avait rejoint sa femme et ses enfants, tout heureux d'avoir pu si bien profiter de la présence de M. Rosic qui lui avait mâché toute sa besogne. « Eh bien, interrogea Chazal, qu'en pensez-vous, monsieur Rosic ? » « Eh eh, fit l'inspecteur, nous sommes en présence d'un crime vraiment particulier. Résumons. Oui, résumons. Un vieux mendigot a été assassiné. Il avait sur lui 300 billets de 1000, et chez lui environ 7000 francs. Pourtant ce n'est pas le vol qui a été le mobile du crime, puisque rien n'a été volé, ce qui eût été pourtant facile. Quant à l'assassin, c'est un homme qui est venu la nuit à motocyclette et qui a fait son coup en une petite demi-heure. Tout porte à croire qu'il avait averti le vieux de son arrivée. Et de cela vous concluez? Eh. Mais Vix se mit à rire. Monsieur Rosic ne veut rien nous dire, fit-il, mais sois persuadé que sa conviction est faite, comme la mienne d'ailleurs. Rosic regarda Vix. Blaguez-vous? Quoi? Votre conviction, dites-vous? Mais monsieur Rosic, c'est un jeu d'enfant. Comment vraiment vous n'avez rien deviné? Voulez-vous que je vous mette sur la voie? Sapristi, grogna Rosic. Je suppose que vous voulez vous payer ma tête. Mais non, c'est vous qui vous offrez la nôtre, en voulant ainsi faire le mystérieux. Il y a beau temps que vous avez deviné que tout cela, au fond, n'est qu'une affaire d'héritage. Du coup, Rosic et même Chazal regardèrent Vix. Celle-là était tout de même trop forte. Mais au même instant, la porte s'ouvrit et un huissier annonça « Maître Rabot, notaire, désirait parler à monsieur le procureur. » Vix eut un petit sourire et les deux autres se regardèrent effarés. Maître Rabot pénétra. C'était un des plus importants notaires de R. Il salua et dit « Monsieur le procureur, je me suis permis de venir, pensant que ce que j'ai à révéler pourrait peut-être éclairer la justice. Voici, je viens d'apprendre que le père Canard a été assassiné. Or, il y a environ 8 ans, un soir, le père Canard est venu me trouver, m'a remis un papier en me disant « Ceci est mon testament. Quand je serai mort, vous l'ouvrirez. » Je ne vous dirai pas ma surprise de cette démarche, car il était de toute évidence que le père Canard était un mendiant, n'ayant ni sou ni maille, mais je ne pouvais refuser ce dépôt. Voici ce testament. Et il tendit au procureur un chiffon de papier, sur quoi était écrit, d'une grosse écriture d'illettré, « Moi, Noël Caneton, dit Canard, laisse tout ce que je possède, et tout ce que l'on trouvera après ma mort, à la petite Clara Boeuf, du hameau de la Bourdaine. Signé Noël Caneton, dit Canard. » Eh bien, s'écria Vix triomphant, quand je vous le disais que tout cela se résumait en une affaire d'héritage. Rosic ne répondit rien, songeur. Bah, fit-il après un moment, qu'est-ce que cela prouve? Cependant, Chazal remerciait le notaire qui se retirait. Puis, comment diable as-tu pu deviner? Car, à moins d'être sorcier, je te l'ai dit, ainsi qu'à monsieur Rosic. Il suffit du simple raisonnement et d'un peu d'esprit philosophique. Mais tout cela ne nous fait pas trouver l'assassin, grogna Rosic. Voulez-vous un conseil, monsieur Rosic? Repartit Vix, très calme. Mais partez vite pour Paris, car, ou je me trompe fort, ou l'on doit commencer à vous rechercher à la sûreté, pour quelque affaire qui intrigue fort la police et que seul vous pourrez débrouiller. Rosic se redressa. Je pars en effet tout à l'heure, mais soyez assurés que ce n'est pas sur vos conseils. Bah, vous m'en remercierez demain, vous dis-je. Et assez vexé, monsieur Rosic prit congé de Chazal, à qui il serra la main, se contentant de s'incliner assez sèchement devant Vix. Quel sale caractère, fit celui-ci quand l'inspecteur eut tourné les talons. Aussi, tu t'es par trop payé sa tête. Vix se contenta de sourire. Est-ce que tu vas partir aussi? Demanda Chazal, pour éclaircir ce mystère et gagner ton pari. Vix s'étira. Ma foi non. D'ailleurs, j'en sais assez, et c'est Rosic qui demain va m'apprendre ce qui me manque encore. Pour moi, j'ai bien l'intention de rester quelques jours avec toi. J'ai envie de visiter ta forêt que j'aime beaucoup.
Alors, conclut Chazal, allons dîner. Chapitre 4. L'attentat contre le garçon de recette. Il n'était pas seulement vexé, ce bon monsieur Rosic, il était véritablement furieux. Ce jeune millionnaire s'était franchement moqué de lui. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire avec cette histoire d'héritage? À la vérité, la visite de ce notaire était tombée à pic pour le faire triompher. Mais qu'est-ce que cela prouvait, je vous le demande? Et cette annonce qu'à Paris on allait avoir besoin de lui, qu'est-ce qu'il en pouvait savoir? Il pouvait peut-être épater son ami, ce jeune procureur. Mais lui, c'était une autre paire de manches. Il ne s'en laisserait pas compter. Ah non! Le trajet de R à Paris n'est pas long. À peine dure-t-il une petite heure, mais cette heure, Rosic ne l'employa qu'à suçoter un cigare qu'il ne cessa de mâchonner durant tout le trajet. Arrivé à la gare parisienne, il héla un fiacre et se fit conduire chez lui, rue Marsolleau. Il pouvait être 11 heures du soir. Mais sa concierge n'était pas couchée et paraissait guetter son retour. « Ah, c'est vous enfin, monsieur Rosic !»« Oui, c'est moi. Et puis après, qu'y a-t-il? Est-ce que je n'ai plus le droit de m'absenter ?»« Oh, si, monsieur Rosic. Seulement il y a que l'on est venu déjà 3 fois vous chercher de la part de la préfecture, et qu'on a dit que si vous rentriez cette nuit, on vous avertisse bien d'être là-bas demain à la première heure. » À cette nouvelle, Rosic ne put s'empêcher de pâlir. Ah ça, ce Vix était donc sorcier, lui qui lui avait assuré, il y avait à peine 2 heures, de se hâter de regagner Paris, où on l'espérait avec impatience. Mais il haussa les épaules. Bah, simple coïncidence. C'est chaque fois que je m'absente que l'on s'inquiète ainsi de moi. Ma parole, ces gens-là ne peuvent plus rien faire sans me consulter. Il monta se coucher, se glissa dans son lit, mais ne put fermer l'œil de toute la nuit, agacé par le souvenir de ce Jacques Vix et de son muet persiflage. À celui-là, si jamais il pouvait le tenir... L'aurore vint que Rosic n'avait pas seulement dormi une petite heure, et encore, de quel sommeil. Il se leva, prit un tube, se frictionna vigoureusement, et partit pour son bureau. « Enfin vous voilà, Rosic !» lui fit à brûle-pourpoint le commissaire permanent qui assure jour et nuit le service de la sûreté. « Qu'y a-t-il ? » « Il y a du travail pour vous. »« Du travail ? Vous ne savez rien ? » ?»« J'arrive de R, où l'on a assassiné un bonhomme. »« Ah, il s'agit bien des bons hommes assassinés à R, quand ici, en plein Paris, on arrête les garçons de recette, on les vole, on les séquestre. » »« Que racontez-vous là ? » ?»« Écoutez ce rapport, il vous en dira tout autant que je pourrais le faire. » Et prenant sur son bureau une feuille de papier, il la tendit à M. Rosic qui put lire: « Hier au soir, vers 7h30, comme nous passions dans la rue des 5 Diamants, mon collègue Bigne et moi, tout à coup, dans le silence de ce quartier malfamé, nous avons cru entendre comme des cris d'appel étouffés. Ayant prêté l'oreille, nous avons cru comprendre que ces cris provenaient d'une petite maison basse, qui paraît abandonnée et qui est précédée d'un jardinet inculte. En effet, les cris partaient bien de là. Alors, nous avons pénétré dans le jardin, nous sommes entrés dans le logis en enfonçant la porte d'un coup d'épaule. Et là, nous avons trouvé un homme, ligoté et baignant dans son sang. C'était un garçon de recette, du crédit bordelais. L'homme ne paraissait pas mort. Mon collègue accourut chez le pharmacien le plus proche, tandis que je déligotais le garçon de recette. Le pharmacien est venu et a reconnu que l'homme avait reçu un coup de couteau dans le bras gauche, d'où le sang avait coulé avec abondance. Nous avons appelé le commissaire qui a fait les constatations nécessaires et l'homme a été conduit immédiatement à l'hôpital comme l'exigeait son état. La sacoche du garçon de banque était vide, ce qui semble indiquer que le vol a été le mobile du crime. Signé agent Gamon. À mesure qu'il lisait ce document, le visage de M. Rosic semblait se transfigurer. Ses lèvres se pinçaient, ses yeux s'allumaient de véritables flammes, son front se plissait et sa main était comme secouée de petites décharges électriques. Quand il eut terminé, le lançant sur le bureau du commissaire, il poussa comme un énorme soupir de satisfaction, puis, ma foi, je ne sais pas si je me trompe, mais voilà qui va joliment éclaircir le mystère de la mort du père Canard. « Qu'est-ce que c'est que ce père Canard ?» demanda l'autre. « Un vieux mendiant que l'on a assassiné à R, et sur qui on a trouvé la bagatelle de 300 000 francs. Je vous avouerai, au premier abord, j'en suis resté comme 2 ronds de flanc. Mais voilà qui rend l'affaire claire comme de l'eau de roche. Il est de toute évidence que le matelas trouvé sur le vieux de la forêt n'est autre que celui qui a été soulevé à ce garçon de banque. Alors ce serait ce vieux qui aurait commis l'attentat en question. »
Rosique songea, puis non, car il est évident que le vieux n'a pas bougé de Saint-El. Mais il était sûrement de mèche avec les malfaiteurs, et leur devait servir de receleur, pour ce méfait et pour d'autres, car on a trouvé dans sa cahute un autre magot. Puis, saisissant son chapeau qu'il avait laissé sur une chaise, « Mais je vais avoir vite fait de débrouiller cela. » Et il fila. Un petit quart d'heure après, il était devant ce somptueux immeuble que le Crédit Bordelais a fait construire, rue Réaumur, presque en face de la Bourse, ayant fait connaître ses qualités, et le demandait de parler à un directeur. Immédiatement, un monsieur largement décoré le recevait dans un vaste bureau, et dès l'abord lui disait « Monsieur Rosique, je devine que vous venez au sujet du vol dont a été victime l'un de nos employés, et je me félicite que ce soit vous, dont on vante partout l'habileté, qui soyez chargé de cette enquête, qui entre vos mains ne saurait tarder à réussir. Ma foi, à ne vous rien celer, je pense déjà être sur une piste. Mais pour commencer, je désirais avoir quelques renseignements sur ce garçon de recette lui-même. C'est facile. François Lecourt est dans notre administration depuis environ 4 ans. Il nous a été chaudement recommandé par M. Sidon, l'agent de change bien connu au service de qui il se trouvait depuis une dizaine d'années comme garde-chasse. M. Sidon nous avait fait de cet homme le plus grand éloge, nous vantant sa probité et son honnêteté. Et en effet, depuis qu'il est chez nous, nous n'avons eu qu'à nous féliciter de lui. Je crois qu'avant d'être garde-chasse chez M. Sidon, il avait été chauffeur de taxi, et qu'il a fait son service dans les Zouaves, en Afrique. Mais, peu importe. En effet, approuva Rosique. Le directeur continua. Lecourt a une 40aine d'années. Il est célibataire et habite rue de la Cour des Noux, au 8. Il ne fume ni ne boit, c'est un garçon très ponctuel, sur qui il n'y a absolument rien à dire. Et pouvez-vous savoir quelle somme il avait environ sur lui quand il a été détroussé? Approximativement, on lui avait confié à l'encaissement environ pour 400 000 francs de valeur, car c'était jour d'échéance. On pourra vous donner le chiffre exact et même l'itinéraire qu'il a dû suivre avec l'adresse des personnes chez qui il devait toucher. Mais vous savez que tout le monde ne paye pas sa présentation. Or, comme on a volé la sacoche, il nous est bien difficile de savoir. Il y faudra une enquête que l'on est en train de mener. Mais, en somme, connaissant la personne chez qui il a dû se présenter, on estime que le vol doit se monter à environ 300 et quelques mille francs. C'est bien ça, fit Rosique, avec un sourire de satisfaction. Monsieur, je vous remercie. Je crois que j'ai déjà trouvé la plus grosse partie de cette somme. Avant peu, cette affaire sera heureusement terminée. Et Rosique prit congé. Et tout aussitôt, il se dirigea vers l'hôpital, où Lecourt était en traitement. Mais là, on lui dit que la blessure de l'homme étant en somme assez légère, il avait regagné son domicile, et Rosique se rendit rue de la Cour des Noux. Au 8 s'élève une construction moderne, composée de petits logements dont Lecourt habitait un au second étage. Rosique frappa à la porte indiquée par le concierge, et tout aussitôt, un homme portant le bras en écharpe lui vint ouvrir. C'était un grand garçon de taille au-dessus de la moyenne, mais très maigre, et à la figure complètement rasée, au teint basané, aux yeux durs, sous une broussaille de sourcils. « Je suis inspecteur de la sûreté, » dit Rosique, « et je viens vous interroger au sujet de l'attentat dont vous avez été victime. »« Bien, » fit Lecourt, d'une voix brève. Il s'effaça pour laisser passer l'inspecteur, qui se trouva dans une salle à manger, chichement meublée. « Donnez-vous la peine de vous asseoir, » fit Lecourt. Rosique s'assit. « Alors, vous désirez savoir toutes les circonstances de l'attentat. » Lecourt passa la main sur son front, songea une seconde, puis « Ma foi, c'est la chose la plus bête du monde, et je crains bien que les renseignements que je pourrais vous donner ne vous soient d'un bien grand secours. »« Allez toujours, » fit Rosique, « et n'omettez aucun détail. »« Eh bien, je venais d'encaisser une traite de quelques milliers de francs dans une usine du boulevard Jourdan, vous savez, le boulevard Jourdan qui longe les Fortifs. Oui, allez. » Je traversais le parc Montsouris et je me dirigeais vers la rue d'Alésia, où j'espérais trouver un taxi, car il était tard et j'étais fatigué. Quand tout à coup, je sentis une violente douleur sur la nuque, comme si une cheminée me tombait sur la tête. Et voilà. Quand j'ai repris mes esprits, je me trouvais dans une salle sombre, nageant dans mon sang et complètement dévalisé. Et c'est tout? C'est tout ce dont je me souvienne. Vous n'avez vu personne? Personne. Le parc Montsouris était désert. Il était assez tard, vous dis-je. Dans l'allée où je passais, il n'y avait absolument personne. Et que supposez-vous?
Ma foi, je suppose que des malandrins étaient cachés dans quelque fourré du parc, que lorsque j'ai passé devant eux, ils m'ont assommé avec une de ces matraques en caoutchouc, vous savez, et puis qu'ils m'ont bien tranquillement, dans une auto, transporté à l'endroit où l'on m'a trouvé, où, tout tranquillement, ils m'ont dévalisé. Et le coup de couteau? Peut-être le coup fait, ont-ils essayé de me tuer, mais au lieu de frapper à la poitrine, le coup n'a porté que dans le bras, heureusement. Et vous n'avez aucun soupçon? Aucun. Vous n'aviez pas remarqué que des gens suspects vous suivaient, vous guettaient? Non. Et vous aviez sur vous une forte somme? Dame. Combien à peu près? Le cour eut un geste vague. Vous savez, les jours d'échéance, on ne compte pas. On fourre tout dans sa sacoche et l'on fait ses additions au retour. Mais enfin, je ne sais pas. Mettez 400 000, peut-être. En billets? Dame, répondit le cour avec un rire, vous savez qu'en ce moment l'or est plutôt rare. Ne nous en plaignons pas, nous sommes moins chargés qu'avec tout ce métal. Rosic réfléchissait. Ainsi, fit-il, vous n'avez aucun indice. Rien. Avez-vous des ennemis? Pas plus que d'amis. Je vis assez retiré. Je ne connais pas grand monde, n'allant jamais au café. Ainsi, tenez, je ne serais même pas capable de vous dire les noms des personnes qui habitent dans cet immeuble. Rosic hocha la tête. En effet, fit-il, votre déposition ne me sera pas d'un grand secours. Heureusement, j'ai une bonne piste. Ah, fit le cour. Oui. Vous soupçonneriez quelqu'un? J'ai une idée. Et pourrait-on savoir? Non, tant que je n'aurai pas de certitude, mais cela ne tardera pas. Le cour regarda Rosic avidement, cherchant à plonger dans sa pensée. Mais l'autre demeura impénétrable, et après avoir secoué la main du garçon de recette, il s'en alla. Et maintenant, dit-il, allons voir la maison du crime. C'est sûrement là, ou dans les environs, que je vais découvrir mon assassin. Chapitre 5. Monsieur Rosic travaille. La butte aux Cailles est un endroit sinistre. Des rues qui se tordent et s'entremêlent, comme des serpents, des maisons lépreuses, des espaces vagues, nul lieu n'est, semble-t-il, et dès le premier abord, plus propice à un assassinat. Rosic, ayant pris la rue des 5 Diamants, se trouva bientôt devant la maison que gardait un agent, et s'étant fait connaître, il y pénétra. C'était une sorte de pavillon d'un seul étage, bâti de gravats et de matériaux de rencontre, au fond d'un petit jardin inculte, où ne semblaient pousser que des herbes chauves, des tessons de bouteilles et des boîtes de sardines périmées. La seule curiosité de ce jardin était un vieux puits, dont la margelle de pierre usée était surmontée d'une ferronnerie assez artistique, destinée à servir de support à une poulie absente où devait jadis s'enrouler la corde du seau. Mais Rosic ne prêta aucune attention à ce puits et entra dans le pavillon. Au rez-de-chaussée, on pénétrait dans une pièce assez vaste, à côté de laquelle s'ouvrait un petit réduit pouvant servir de cuisine. Un escalier de bois vermoulu faisait communiquer ce rez-de-chaussée avec le premier étage, occupé par une seule chambre lambrissée. D'ailleurs, ces 3 pièces étaient absolument vides de meubles. C'était dans la salle du rez-de-chaussée que les agents avaient trouvé le garçon de recette, le cour, garrotté et baignant dans le sang provenant de sa blessure au bras. Rosic examina cette pièce, puis le petit appentis d'à côté, grimpa au premier et ne vit rien susceptible de l'éclairer. Il faudrait savoir, songea-t-il, à qui appartient cette maison. Sans doute à la mairie du 18e, l'on me renseignera. Et il sortit. Mais sur le seuil de la porte du jardin, il se trouva en face d'un vieillard, décoré de la Légion d'honneur, qui se disputait avec le sergent de ville, émettant la prétention de l'empêcher d'entrer. « Mais sacrebleu, agent, comprenez donc ce que je vous dis, puisque je suis le propriétaire de ce logis. Allez-vous m'en fermer la porte? Ce serait un abus de pouvoir. » Rosic se félicita de sa veine qui, le mettant en présence du propriétaire de cette maison, lui évitait la démarche qu'il allait faire à la mairie. Aussi s'entremit-il en gourmandant l'agent. « Voyons, sapristi, laissez entrer ce monsieur puisqu'il est chez lui. » Le vieux monsieur décoré s'inclina devant Rosic, disant « Je vous rends grâce. Certes, je comprends que ce brave homme ne connaisse que sa consigne, mais il est toutefois des circonstances. » « Ainsi, vous êtes le propriétaire de cet immeuble ?» demanda Rosic. « J'ai ce malheur, puisqu'il paraît qu'un crime y a été commis, mais permettez-moi de me présenter. » Et tirant son portefeuille, il en extirpa une carte qu'il tendit à l'inspecteur de la sûreté. Rosic y put lire « Onésime Dauchelard,
ancien inspecteur des finances de la ville de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Nazianze, 2 rue de Pontoise, Paris. Monsieur, je suis charmé de faire votre connaissance, fit Rosic. Je vous en dirais certes autant si la chose ne se présentait pas sous des auspices aussi tragiques, car je suppose que j'ai affaire à quelqu'un de ces messieurs du parquet. Je suis inspecteur de la sûreté. Très honoré. Donc, monsieur, sachez que voici 2 mois, j'ai loué cette maudite maison dont je suis propriétaire. Mais il s'arrêta, songea, puis reprit. Je dois vous dire, monsieur, que mon père était grand chasseur devant l'Éternel. Le dimanche, il venait tirer le lapin dans cette plaine de la Glacière, qui alors... Monsieur, interrompit Rosic, voulez-vous que nous passions à votre locataire? En effet, vous avez raison, mais c'était pour vous dire que mon père avait fait construire ce pavillon, et que, respectueux de sa mémoire, je n'ai jamais voulu le faire démolir. Je le loue quand j'en trouve l'occasion, ce qui est d'ailleurs bien rare. Pourtant, le fait s'est rencontré il y a 2 mois, comme j'avais l'honneur de vous le dire. Un petit bossu aux jambes tortes est venu me demander de louer cet antique pavillon. Je lui en ai dit le prix, 800 francs, il m'a versé 2 termes d'avance, je lui ai remis les clés et je n'en ai plus entendu parler. Or, jugez de ma stupéfaction ce matin en lisant dans les gazettes que mon immeuble avait été le théâtre d'un crime. Et quels sont les renseignements que vous avez sur ce petit bossu aux jambes tortes? Aucun. Il ne vous a pas dit où il avait habité jusqu'à ce jour? Je ne le lui ai pas demandé. Mais du moins savez-vous son nom? Il m'a assuré s'appeler Isidore Chat. C'est maigre comme renseignement, murmura Rosic. Mais, avec un hochement de tête, bah, un bossu aux jambes tortes, ses lois doit se retrouver dans Paris, d'autant plus que sans doute on doit l'avoir entrevu dans le quartier. Et alors, saluant M. Onésime Dochelaar, « Je vous remercie. Peut-être la justice aura-t-elle besoin de vous. Monsieur, ancien fonctionnaire, je suis au service des juges de mon pays. » Rosic sortit, songeant que cet Isidore Chat, qui avait loué ce pavillon il y avait 2 mois et avait oublié de le meubler, était assurément un des assassins du garçon de recette, et cette location n'avait d'autre but que de lui permettre de faire un mauvais coup. Mais où et comment retrouver cet Isidore Chat? Il pensa d'abord à interroger les voisins. Ils étaient rares, car la maison était isolée. D'ailleurs, nul dans toute la rue ne se souvenait avoir vu un petit bossu aux jambes tortes. Et Rosic allait abandonner la partie quand une jeune femme tenant un nourrisson dans ses bras voulut bien faire cette confidence. « Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de mon loupiot qui fait ses dents, et je suis resté longtemps à la fenêtre, laquelle est presque en face du pavillon. Or, vers 10 heures, j'ai bien vu, moi, un petit homme bossu et bancroche qui pénétrait dans le pavillon. »« Ah, il était seul ?»« Oui. Et un petit quart d'heure après, j'ai vu ressortir du pavillon un grand gaillard que je n'y avais pas vu entrer. »« Voilà qui est intéressant, » fit Rosic. « Et dites-moi, aucune auto ne s'est arrêtée devant ce logis, aucune voiture ?»« Non, et pourtant, comme je vous le disais, je suis resté là très tard. D'ailleurs, n'ayant point dormi, je puis vous assurer qu'aucune voiture n'est venue cette nuit rue des 5 Diamants. »« Je vous remercie, » fit Rosic, qui se dit en lui-même, « tout de même, il faut bien que la particulière se soit assoupie, car le cour n'est pas venu tout seul dans cette maison. Et pour l'y amener, il a bien fallu qu'il y soit conduit dans une voiture, puisqu'il était à moitié assommé. Dans tous les cas, le petit bossu existe, et le grand gaillard que cette femme a vu sortir est son complice. Il me faudrait d'abord retrouver ce petit bossu aux jambes tortes. Ce sera facile. » Rosic sauta dans l'auto qui l'attendait, place Verlaine, se fit conduire quai des Orfèvres, d'où il ressortait bientôt mis de telle sorte qu'il eût été bien difficile à quelqu'un de pas informé de le reconnaître. Des espadrilles aux pieds, un pantalon de toile bleue, une veste de mécano et sur la tête une ignoble casquette, des cheveux blondasses lui retombaient sur le front, une petite moustache fleurissait sa lèvre. M. Rosic, en un mot, avait l'air du plus parfait apache qui se puisse rencontrer sur les fortifs, et sous cette apparence, il pouvait impunément pénétrer dans les cabarets les plus ignobles, sans risquer de faire naître le moindre soupçon. Un quart d'heure après, un mégot aux lèvres, reluquant les fillettes qui passaient à ses côtés, il traînait la savate dans la rue du sergent Bobillot. Mais tout à coup il tressaillit. Si bien camouflé qu'il crut être, voici qu'il était reconnu, car une voix murmura à son oreille « Venez donc chez moi, monsieur Rosic, j'ai à vous parler. » Il se retourna, mais l'homme était déjà loin. Il ne l'avait pas moins reconnu, et ce ne pouvait être que Milon, le gros frisé, qui tenait un bar dans le quartier et qui était un des meilleurs indicateurs de la police.
Aussi, sans se presser, Rosique se rendit-il au bar du Grand Frisé, qui s'ouvrait à l'enseigne du Petit Blanc. Comme s'il se fût retrouvé chez lui, il s'assit à une table poisseuse et commanda un cassis au rhum. La maison était à peu près déserte. Dans un coin, deux filles en cheveux offraient un champoreau à une façon de voyou. D'un autre côté, un vieux se saoulait consciencieusement de vin rouge. Le Grand Frisé apporta le cassis au rhum et s'assit en face de Rosique en disant tout haut « Te v'là donc, grande frappe !» Mais tout bas « Y a du bon, je crois que j'ai un bon renseignement à vous donner. Vas-y. Connaissez-vous petit Jules ?»« Non. C'est un mécanicien, à 2 maisons d'ici. Un petit mécanicien qui fait la location des bécanes le dimanche. Il possède aussi une moto. Il faut vous dire que petit Jules ne craint pas les voleurs, car il laisse généralement son garage ouvert. Vous comprenez, les bécanes ne lui coûtent pas cher. Il s'approvisionne à la foire d'Empoigne. Or, hier au soir, il n'avait pas loué sa moto. Et cependant, ce matin, il l'a retrouvée contre la porte du garage, et dans un tel état qu'il était de toute évidence qu'elle avait dû rouler toute la nuit. V'là qui est fameux, en effet, approuva Rosique. N'est-ce pas? J'ai pensé que cela vous intéresserait. Mais, attendez. Ce matin, petit Jules est venu tuer le ver ici. Il nous a raconté l'aventure de sa moto, disant « Ça pour sûr, c'est un coup de Pierrot. » Justement, Pierrot est venu à passer. Petit Jules l'a appelé. « C'est toi qui as pris ma moto cette nuit ?»« T'es fou. Pourtant elle te connaît, et souvent tu me la loues. Alors j'ai pensé... »« Non mais t'es louf !» a fait Pierrot. « Si j'avais pris ta moto, je t'aurais averti. » Et il a filé sans même vouloir prendre un verre, et je pensais qu'il n'avait pas la conscience bien nette. « Qu'est-ce que c'est que ce Pierrot ?» demanda Rosique. Un grand gars d'une 30aine d'années qui travaille, quand il n'est pas en bombe, comme charretier chez un marchand de bois de Boulange du quartier, pas grand-chose, au demeurant. Il y a 2 ans à peine qu'il est arrivé de sa cambrousse, mais il s'est vite dessalé. Avant de venir, il était à ce qu'il paraît débardeur dans la forêt de Herre. Rosique poussa un petit cri. « Ne serait-il pas de Saint-El ?»« Justement. Ne vous a-t-il jamais parlé d'un vieux de là-bas, le père Canard ?»« Je ne crois pas, non. Mais... attendez. Souvent il parle d'un copain qui a un nom comme ça. Pas Canard, mais voyons... Ah, j'y suis. Cossard. »« Cossard ? T'es bien sûr que c'est Cossard ?» fit Rosique qui ne put dissimuler toute son émotion, si calme de lui-même qu'il voulut paraître. « Y a pas d'erreur que je vous dis. C'est bien Cossard, un charbonnier de là-bas, même que c'est pour aller le voir de temps en temps que Pierrot loue la moto de petit Jules. » Rosique se rappelait que le vieux père D avait raconté que la nuit où le père Canard avait été assassiné en revenant du Mail, il avait fait 2 rencontres. D'abord un inconnu en motocyclette et ensuite le dit Cossard. L'homme à bicyclette ne pouvait être que Pierrot, et il était évident que c'était lui qui avait fait le coup. Oui, c'était ce Pierrot, aidé du petit bossu à jambes tortes, qui avait dévalisé le garçon de recette Lecourt, puis à motocyclette, il avait filé vers Saint-El, remettre le magot au père Canard, averti la veille par une lettre. Et sans doute, quand Pierrot avait disparu, c'était Cossard qui avait poignardé le vieillard pour le voler. Pourquoi n'avait-il pas pris les billets de 1000 ? Cela se saurait plus tard. Mais pour le moment, il ne pouvait y avoir guère de doute, et Rosique triompha. Mais le Grand Frisé, regardant dans la rue, clama « Tiens, le voilà justement, le Pierrot. Matin, il a fait un héritage que le voilà flambant neuf. »« Appelle-le donc, » fit Rosique tressaillant. « Ce n'est pas la peine, car il se dirige de ce côté. » Au même moment, un grand gaillard pénétrait au Petit Blanc, tout vêtu d'un costume de couleur verdâtre qui apparaissait comme complètement neuf, une casquette qui sortait de chez le marchand sur le crâne et aux pieds des souliers jaunes qui n'avaient certainement pas payé moins de 60 francs. « Te v'là, Pierrot » fit le Grand Frisé. « Me v'là. Tu prendras bien un verre avec les copains. Surtout, ajouta Rosique, quand les copains sont presque des pays. »« Des pays » fit Pierrot en s'asseyant en face de Rosique. « Dame, je suis du M, moi. Toi ? Oui, mais j'ai quitté le patelin il y a assez longtemps, et rien d'extraordinaire que tu ne m'y aies pas connu. D'ailleurs, nous ne travaillons pas dans la même partie. Ah, t'es du M. Et j'en arrive même, ce qui fait que je peux te donner des nouvelles fraîches du patelin. »« Ah » fit Pierrot d'un ton indifférent, fort bien joué sans doute. « Oui, tiens même je pourrais te dire que le vieux père Canard a été estourbi. »« Non » fit Pierrot en devenant tout pâle. « Bel et bien, et par quelqu'un que tu connais encore, par Cossard. » Il n'acheva pas. Pierrot s'était dressé, plus que blême, et frappant un coup de poing sur la table. « Ah la vache,
fit-il, et je parie qu'il a barboté le magot. C'était l'aveu du crime. Calme, Rosique se dressa à son tour, donna un terrible coup de sifflet, et empoignant Pierroux par le cou, « En voilà toujours un de pris, » fit-il. À ce moment, une demi-douzaine d'agents envahirent le petit blanc, et sur un geste de Rosique qui s'était défait de sa perruque, ils sautèrent sur Pierroux qui se défendait et lui mirent le cabriolet au poignet. « C'est bon, je suis fait », se contenta de dire Pierroux. « J'espère que tu nous donneras l'adresse de ton ami le petit bossu, gouailla Rosique, afin qu'il puisse te tenir compagnie là-bas, à la tour pointue. » Mais, entraîné par les agents, Pierroux était déjà loin. « À l'autre », fit alors Rosique. Il sauta dans son auto, courut au palais de justice, se fit décerner immédiatement un mandat d'amener, puis se fit conduire à M. Là, prenant 2 gendarmes avec lui, il se rendit dans la forêt où Cossard, tranquillement, et sans se douter de ce qui lui arrivait, surveillait son fourneau. « Au nom de la loi ?»« Quoi ?» faisait Cossard, se débattant entre les mains des gendarmes. « C'est bon, on t'expliquera plus tard. Allez, conduisez-moi ce beau garçon à R. » Puis, se frottant les mains, « Et maintenant, allons apprendre à cet excellent monsieur Vix que ce n'est pas la peine qu'il se dérange et que malgré toutes ses belles théories, la vieille police est arrivée avant lui au poteau. » Chapitre 6. Le vainqueur du match. En effet, M. Rosique avait lieu d'être satisfait. En 24 heures, il avait débrouillé l'intrigue de l'assassinat mystérieux du père Canard, découvert les auteurs de l'attentat contre le garçon de recette Lecourt et fait coffrer les coupables. C'était assurément un record. M. Rosique se disait que nul autre détective n'eût pu comme lui mener cette affaire avec tant de rapidité, et il se réjouissait en son cœur en songeant à toute la gloire qu'il allait retirer de cette nouvelle affaire. Et quand on pensait que des gens qui n'étaient pas du métier comme ce M. Vix se plaisaient à se moquer de la police, à dénigrer ses moyens d'information, véritablement c'était à mourir de rire. Et il se réjouissait d'avoir conduit cette affaire aussi brillamment et d'en pouvoir plus facilement écraser ce M. Jacques Vix qui certainement ne s'attendait pas à une pareille célérité ni à un tel succès. Ah, on allait rire. Quand M. Rosique arriva à R, il se fit conduire tout droit au palais de justice, et sautant de voiture, s'adressant au concierge, « Savez-vous où je pourrais trouver monsieur le procureur ?»« Mais dans son bureau, je pense. »« Merci. » D'un pas léger, M. Rosique escalada les degrés du palais, rencontra un huissier somnolent à qui il dit « Annoncez donc l'inspecteur Rosique à monsieur le procureur. » Une minute après, l'huissier revenait et introduisait le détective. Chazal était assis devant son bureau, feuilletant distraitement un dossier. Affalé sur un fauteuil de cuir, d'un air infiniment las, infiniment détaché des choses de ce bas monde, Jacques Vix, qui avait laissé tomber à ses pieds une feuille du soir qu'il n'avait sans doute pas eu le courage de parcourir, fumait une cigarette, et même le léger effort qu'il lui fallait pour porter cette cigarette à ses lèvres lui semblait déplorable et au-dessus de ses forces. À peine eut-il un léger mouvement à l'entrée de M. Rosique, dont le premier regard, empreint d'un certain air de supériorité, pesa sur lui. Cependant, Chazal s'était levé et tendant la main au détective, « Déjà de retour, monsieur Rosique. Viendriez-vous pour quelques suppléments d'enquête ?»« Ma foi, l'enquête, elle est terminée. »« Déjà ?»« Dame, et je me permets de venir voir monsieur Vix pour lui demander où en est la sienne. »« Mais elle marche, » répondit Vix. « Vous avez découvert l'assassin. Mais je suis sur la voie. »« Seulement ?»« Dame ?» Rosique ne put dissimuler un petit éclat de rire ironique. Puis, après un regard profondément méprisant vers ce millionnaire qui prétendait lui en remontrer au point de vue criminalité, « Eh bien, monsieur Vix, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de vous arrêter dans vos recherches. »« Ah ? Oui. Et pourquoi cela, je vous prie ? » ?»« Mon Dieu, tout simplement parce que l'assassin du père Canard est sous les verrous, à cette heure, et que toute autre démarche de votre part serait complètement inutile. » « Vous avez... C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Le coupable est à cette heure même dans la prison de R, à la disposition de monsieur le juge d'instruction et de monsieur le procureur de la République. J'ai donc gagné le match, monsieur Vix, et démontré, j'espère péremptoirement, que dans les affaires de police, il ne suffit pas seulement de raisonnement et de philosophie, comme vous l'assuriez. Êtes-vous sûr ? Demanda Vix d'un air passablement ironique, et disons même insolent. Comment si je suis sûr ?
vous avez fait coffrer l'assassin du père Canard il n'y a pas une heure, et vous avez eu des preuves irréfutables contre lui. Plus que des preuves, un aveu. Bigre, vous avouez-vous battu. Pardon, fit Vix en se redressant dans son fauteuil, c'est que moi aussi il me faut des preuves. Mais je vais avoir l'honneur de vous les donner, et prenant une chaise et s'asseyant de trois quarts de façon à être tourné à la fois devant Vix et M. Chazal, Rosic commença. Quand je suis arrivé à Paris hier, j'ai trouvé une note de l'administration me conviant à passer de suite au bureau. Vous me rendrez cette justice, du moins, fit Vix, que je vous en avais averti, en vous priant de partir le plus vite, que vous étiez attendu à Paris. Sans relever cet appel à ses souvenirs, Rosic continua. Un garçon de banque venait d'être détroussé. Immédiatement, j'ai pensé qu'il y avait connexité entre l'attentat contre ce garçon de banque et le père Canard. C'était puissamment raisonné, fit Vix, sans que l'on pût dire s'il approuvait ou se moquait. Immédiatement, je me suis mis en campagne, et à ne vous rien celer, il ne m'a fallu que quelques heures pour voir clair dans toute cette ténébreuse affaire. Et qu'avez-vous vu, je vous prie ? Mais que deux chenapans de Paris avaient à demi assommé un garçon de recette pour le voler, que l'un d'eux, le coup fait, avait filé en auto à Saint-El pour remettre la grosse somme volée au père Canard, receleur de la bande, mais qu'un ami de ce malfaiteur, au courant de la chose, avait poignardé le père Canard, et s'il ne s'était pas emparé de l'argent, c'est pour une raison que l'on découvrira par la suite. Oui, on a toujours le temps, n'est-ce pas ? Parfaitement. Et vous avez fait arrêter le malfaiteur qui avait détroussé votre garçon de recette. Je l'ai moi-même mis en état d'arrestation. Et le présumé assassin du père Canard ? Il vient d'être incarcéré à la prison de R, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà une affaire terminée au mieux, je suppose. Et se plantant devant Jacques Vix, « Eh bien, qu'en dites-vous, monsieur le raisonneur et le philosophe ?» Sans se lever de son fauteuil, de l'air le plus simple du monde, et sans même élever le ton, Vix répondit « Ce que j'en dis, mon Dieu, que vous avez arrêté ou fait arrêter deux innocents, tout simplement. » « Hein ? Mais oui, mon bon monsieur Rosic. Quoi ? Vous oseriez prétendre ? J'ose prétendre tout d'abord que vous avez fait complètement fausse route, car le véritable assassin du père Canard, c'est... Et mon Dieu, tout bêtement, le plus bêtement du monde, ce garçon de recette qui prétend avoir été détroussé par des malandrins. À ces paroles, M. Rosic ouvrit des yeux plus grands que des soucoupes. Il regarda Vix, songea, puis se frappant les cuisses de larges tapes, « Ah, elle est bonne, elle est fameuse, elle est succulente, le garçon de recette, que l'on a retrouvé ligoté dans une masure isolée. Non, celle-là dépasse tout ce que l'on pourrait jamais imaginer. » Mais il s'arrêta soudain, voyant que le procureur de la République ne partageait pas son hilarité, preuve qu'il partageait alors les vues de son ami Vix. Et Rosic songea, le magistrat est aussi bête que le philosophe. Mais après tout, il est pour ainsi dire mon supérieur. Cependant Vix le regardait, souriant, et quand il se fut calmé, « Je suis fort heureux, lui dit-il, de vous avoir procuré cet instant de pure joie. Je vois, monsieur Rosic, que vous avez un excellent caractère, et vous m'envoyez ravi. »« Vous m'excuserez, monsieur, fit Rosic, mais ce que vous avancez est si drôle. Vous trouvez ? Mais je vous ferai remarquer, monsieur Rosic, que je n'ai pas ri du tout à l'heure, quand vous nous avez assuré avoir arrêté les assassins du père Canard, et cependant... Mais je ne vois pas. En effet, monsieur Rosic, vous êtes un policier et vous ne voyez pas. Vous ne savez pas voir. Ainsi, par exemple, vous n'avez vu ni la veste du père Canard, ni les billets de banque qu'elle contenait. Comment je n'ai pas vu ? Certainement, car alors vous ne viendriez pas nous dire comme vous le faites, et ce qui est infiniment drôle, je l'avoue, que l'assassin du père Canard n'a commis son forfait que pour pouvoir lui fourrer dans sa poche 300 000 francs. S'il vous plaît, demanda Rosic. Sans mot dire, Vix se leva, alla chercher un vêtement ensanglanté dans un placard et un paquet également taché de sang, et montrant le tout à Rosic, « Voilà la veste, fit-il. Vous voyez le trou du poignard. Considérez qu'il a traversé l'unique poche de part en part. Et pourtant, veuillez, monsieur Rosic, examiner un peu cette liasse de billets de banque, qui devrait être également trouée. Rien, pas un trou. Preuve, n'est-ce pas, évidente, indiscutable, que lorsque l'on a poignardé le père Canard,
Les billets de banque n'étaient pas dans sa poche, qu'ils y ont été mis après. Rosic blêmit. Il prit la veste, considéra cette poche intérieure, percée en effet d'un coup de poignard, de part en part, y plaça la liasse de billets de banque, qu'il l'emplit tout entière, et constata que la liasse n'avait pas été percée, comme elle eût dû l'être par la lame meurtrière. Il était atterré. Il se tut un temps sous l'œil goguenard de M. Vix et de Chazal, puis dut avouer « En effet, cette liasse a été mise dans la poche de cette veste après le coup de poignard. C'est-à-dire quand le père Canard était mort. » « Oui. Et donc, comme vous ne pouvez tout de même admettre qu'un bonhomme se soit amusé à détrousser un garçon de banque pour placer l'objet de son vol dans la poche d'un mendiant qu'il venait de tuer, il faut conclure que vous avez fait complètement fausse route, monsieur Rosic, et que les bons hommes que vous avez fait arrêter sont complètement innocents. » Et comme Rosic, plus pâle lui-même que pouvait l'être le père Canard quand on l'avait ramassé au pied d'un hêtre, se taisait, « Eh bien, cette joie, finie ? Mais alors, quel est l'assassin ? Balbutia-t-il, après un moment d'hébétement bien compréhensible. Mais je vous l'ai dit, le garçon de recette, lui-même. Lecourt ? Oui, François Lecourt. Mais c'est impossible, voyons. Vix haussa les épaules. Pourquoi impossible, je vous prie ? Mais quoi ? Ce Lecourt, j'ai sur lui les meilleurs renseignements possibles. C'est un parfait honnête homme. Ses chefs sont enchantés de lui. Mais Monsieur Rosic, tout le monde commence par être un honnête homme. On ne vient pas au monde assassin. On est prédestiné. Mais non, théorie policière, monsieur Rosic, qui cause et a causé tant d'erreurs judiciaires. Vous en êtes la preuve vivante. Mais encore me faudrait-il prouver... Mais monsieur Rosic, c'est ce que je vais avoir le plaisir de faire si vous voulez me prêter un instant d'attention. Chapitre 7. La force du raisonnement. Monsieur Rosic, comme je vous le disais hier, vous avez, vous et les vôtres, quand vous vous trouvez en présence d'un problème à résoudre, l'habitude de vous faire immédiatement une idée et de la suivre aveuglément. Cela vous conduit parfois à la vérité, mais souvent à l'erreur, comme aujourd'hui. C'est que vous ne raisonnez pas. Or, moi j'ai raisonné, et tandis que vous vous agitiez à Paris, que vous interviewiez le directeur du Crédit Bordelais, que vous visitiez le cours, que vous étudiez la maison de l'attentat, que vous vous camoufliez sans doute, que vous couriez les débits malfamés, moi je suis resté ici. Et mon ami Chazal peut vous le dire, tranquillement dans ce fauteuil, avec seulement un appareil téléphonique à ma disposition, et cependant sans posséder tout votre pouvoir discrétionnaire, je suis arrivé à la vérité pendant que vous faisiez arrêter 2 innocents. Innocents du moins du crime dont vous les accusez. C'est que j'ai raisonné. Et d'abord, dès le premier instant, constatant ce que vous n'avez pas su voir, que les billets de 1000 avaient été placés dans la poche du père Canard après qu'il avait été assassiné, j'ai compris qu'il ne s'agissait en somme que d'un héritage, ce qui, entre parenthèses, vous a bien amusé avant-hier, car vous avez le caractère très enjoué, monsieur Rosic, et vous aimez à rire. Et pourtant il était constant que si l'on avait fourré 300 000 francs dans la poche d'un cadavre, ce n'était pas pour que le mort en profitât, mais ses héritiers naturels. Et sans cela la chose n'eût eu aucune signification et n'eût pu être l'acte que d'un fou. Et alors il m'apparut évident que quelque part, à Paris ou à Versailles, un crime avait été commis, ou du moins quelque formidable vol avec effraction, que le coupable n'avait pas voulu garder sur lui la forte somme détournée, et qu'il était venu à Saint-El, où il avait assassiné le père Canard et bourré ses poches de billets de 1000, que plus tard, quand la chose serait oubliée, il partagerait avec les héritiers du vieux mendiant, et voilà pourquoi, monsieur Rosic, vous vous en souvenez, je vous ai dit, courez vers Paris où l'on doit avoir besoin de vous, car il était forcé qu'un crime ou un vol y eût été commis. Et pendant que vous partiez pour Paris, moi je réfléchissais, monsieur Rosic. D'abord, je ne m'étais pas trompé dans mes conjectures, car nous venions d'apprendre cette chose extravagante, inouïe, incroyable. Le vieux de la Forêt avait déposé un testament chez maître Rabot. Cela, d'ailleurs, je le déplore, ne vous a pas convaincu. Moi, cela m'a réjoui. D'abord parce que cela prouvait que mon raisonnement ne m'avait pas trompé, et ensuite cela me dispensait de toutes sortes de démarches qui répugnent à mon caractère paresseux. Le vieux, vous vous en souvenez, laissait toute sa fortune, qu'à cette époque, bien sûr, il ne pensait pas être si considérable, à une certaine Clara Boeuf. Il était évident que l'assassin du père Canard connaissait cette Clara Boeuf,
et savait qu'elle devait être l'héritière du père Canard. Il importait tout d'abord de savoir au juste ce que c'était cette Clara Boeuf, et c'était par cette Clara Boeuf que l'on pouvait arriver à l'assassin. Sur ces entrefaites, j'appris l'aventure du garçon de recette, le court, et tout d'abord, je l'avoue, la culpabilité du bonhomme ne m'apparut point. Mais je flairai, comme vous l'avez fait vous-même, monsieur Rosic, que cette affaire était connexe avec l'assassinat de la Forêt, et que les billets de 1000 du père Canard ne pouvaient provenir que de la sacoche du garçon de recette. Cette affaire était précisément celle que je vous avais annoncée, et cette fois encore, mon raisonnement et ma logique ne m'avaient point trompé, et là-dessus, je m'endormis le cœur léger. Et je revins à ma Clara Boeuf, cette fille à qui le père Canard destinait les économies qui se trouvaient dans le coffre en bois que l'on avait découvert dans sa cabane, ne pouvait être qu'une petite fille du vieillard, car seulement pour leurs petits-enfants, les vieux peuvent montrer de cette tendresse, et pour eux seuls ils peuvent se priver des petites joies et des petites satisfactions de la vie, car ce coffre contenait, non point comme vous avez pu le supposer, en estimant que le père Canard était un receleur au service de quelque bande, la part des rapines, mais bien le fruit des économies du vieillard. À preuve que ce trésor n'était composé que de sous et de piécettes, et les louis d'or qui s'y trouvaient mêlés ne pouvaient être que le don de cette dame peintre pour qui le vieux mendiant avait posé jadis. Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur Rosic, qu'il me fut facile de découvrir le pays d'où venait le vieux Canard avant de s'installer à Saint-Èle, et je n'eus pour cela qu'à consulter sur place les notes de la police de R, qui, comme toutes les notes de police, je dois le reconnaître, sont assez bien faites. Et c'est là que j'appris que Noël Caneton, dit Canard, était originaire de F, près d'Ay, qu'il y avait exercé le métier de charbonnier. Il y avait longtemps, bien longtemps qu'il en était parti, mais que sa famille y habitait encore. Et que vous dirais-je, je n'eus qu'un coup de téléphone à donner à F pour savoir qu'une fille du vieux Caneton avait épousé un certain Boeuf, lequel était fabricant de cercles de tonneaux, et que de ce mariage étaient nés de nombreux enfants, dont une fille nommée Clara, qui était la dernière de la famille, et pouvait, à cette heure, avoir une trentaine d'années. J'appris de surcroît que toute la famille était morte, ou avait quitté le pays, et que Clara elle-même avait disparu du pays depuis 5 ou 6 ans sans que l'on pût dire où elle se trouvait. Ah, c'est ici qu'il m'a fallu faire travailler mes pauvres méninges, mon pauvre monsieur Rosic. Mon ami Chazal est là pour vous le dire. Je n'ai pas voulu déjeuner ce matin et j'ai même refusé de parcourir les journaux qui venaient d'arriver, ce en quoi j'eus tort, car leur lecture m'eût épargné bien de la peine. Et l'enquête que vous avez menée, monsieur Rosic, m'eut tout de suite appris ce que je cherchais. Mais je voulais arriver à la vérité par la seule logique et la seule raison. Et d'ailleurs, je ne suis pas fâché de mon petit travail intellectuel, comme vous allez le voir. Donc Clara Boeuf était quelque part dans le monde, à Paris probablement, et certainement elle ignorait que son grand-père l'avait instituée sa légataire universelle, et qu'il lui dut revenir même 4 sous de ce vieux mendiant qui vivait de la charité publique. Mais une autre personne connaissait le testament du père Canard, et c'était cette personne qui avait placé 300 000 francs dans les poches du vieux, après l'avoir soigneusement poignardé afin d'ouvrir sa succession. Mais comment cette personne tirerait-elle profit de cet héritage sanglant? De la façon la plus simple. Cette personne était sûrement fiancée à la jeune Clara Boeuf. Notez, monsieur Rosic, que je dis fiancé et non époux. Époux, cela donnait trop d'éveil. Cela attirait tout de suite des soupçons. Tandis que fiancé, ce n'était pas la même chose. Cette Clara Boeuf, je le devine, est illettrée et vit à Paris sous un autre nom que le sien. Ainsi elle ne lit pas les journaux, ni peut voir qu'un mendiant est mort à Saint-Èle, presque millionnaire. Et comme dans son entourage nul ne sait qu'elle se nomme Clara Boeuf, nul ne l'en avertit. Seule la personne le sait, la personne qui s'est fiancée à elle, qui va l'épouser un de ces jours. Et puis plus tard, quand l'oubli se sera fait, s'en viendra trouver maître Rabot à qui il dira « V'là l'héritière des 300 000 francs du vieux père Canard ». Donc il s'agit de savoir qui est fiancé à Clara Boeuf, qui espère l'épouser prochainement. Et vous devinez la suite, monsieur Rosic. J'ai donné, grâce à mon ami Chazal, un coup de téléphone à Paris, au service de la statistique municipale, pour demander si parmi les publications de mariage de ces derniers jours, il n'y avait pas celui de mademoiselle Clara Boeuf. On a cherché, monsieur Rosic, on a cherché, et un petit quart d'heure après, on m'a répondu « Il y a 3 jours, à la mairie du 20e, on a affiché une demoiselle Clara Boeuf avec un monsieur… »
Tenez-vous, monsieur Rosic, car vous pourriez choir. Mais à quoi bon vous faire attendre ce que vous avez deviné? Oui, place Gambetta, à la mairie du 20e, monsieur Rosic, vous pourrez voir affiché qu'il y a promesse de mariage entre mademoiselle Clara Boeuf, héritière du père Canard, et monsieur François Lecourt, garçon de recette au Crédit Bordelais, dévalisé d'une grosse fortune et de billets de banque qui se sont trouvés sur le père Canard après sa mort, bien entendu. Eh bien, que pensez-vous de cela, monsieur Rosic? Et n'estimez-vous pas qu'il eût mieux valu ce matin arrêter le garçon de recette Lecourt, fiancé de mademoiselle Clara Boeuf, plutôt que ces deux vagabonds qui n'avaient aucun intérêt, il me semble, à assassiner un vieux mendiant pour la seule satisfaction de lui fourrer dans la poche 300 000 francs. N'est-ce pas votre avis? Car pour moi l'affaire est des plus claires. Lecourt connaissait le père Canard qui lui avait fait part de son testament. Il a recherché Clara Boeuf, lui a fait la cour, s'est fait agréer d'elle, puis le jour où il a estimé que ses recouvrements seraient fructueux, il s'est déshabillé quelque part dans un hôtel, a fait un paquet de ses vêtements d'uniforme, puis est venu dans la petite maison de la rue des 5 Diamants qu'il avait dû louer sous un faux nom et sous une fausse barbe. Là, la nuit venue, il a filé à bicyclette vers Saint-El, a fait son coup, est revenu, a fourré ses vêtements civils quelque part dans un puits s'il y en a un dans la maison, a revêtu son uniforme, s'est ligoté, et pour donner plus de vraisemblable encore à la chose, s'est porté un coup de poignard dans le bras. Voilà la vérité, monsieur Rosic, à laquelle je suis parvenu que par la force de la raison, tandis que vous, avec votre méthode, vous n'avez abouti qu'à l'arrestation de 2 innocents. J'ai donc gagné notre pari, et sors vainqueur de ce match. Vous avouez-vous vaincu? Il était évident que les hypothèses de Jacques Vix s'adaptaient mieux aux détails de l'enquête que Rosic avait menée le matin même que ses propres résultats. Mais Rosic ne voulait pas s'avouer battu, et ce fut sur un ton indéfinissable qu'il dit « Sans doute, monsieur Vix, votre hypothèse est ingénieuse, mais ce n'est qu'une hypothèse. La justice ne saurait s'en contenter, il lui faut des preuves plus tangibles qu'un simple raisonnement. » Vix se contenta de sourire. « Mais ces preuves, nous allons les avoir, monsieur Rosic. »« De bonnes preuves, les meilleures, qui consistent dans l'aveu du coupable, tout simplement. » Rosic regarda monsieur Vix, il ne comprenait pas. Alors Vix tira sa montre et dit « Il est 6h20. Il y a exactement 15 minutes que le train de Paris est entré en gare. Aussi je pense que le garçon de recette Lecourt ne tardera pas à se présenter. » Du coup, Rosic ne sut que répondre. Chapitre 8. La confession de Lecourt. Mais, enfin revenu de son ébahissement, « Quoi? Lecourt va arriver ici? Il doit être à la porte du palais de justice. Vous l'avez fait arrêter? Oh, monsieur Rosic, nous n'avons pas cette hâte. Alors? Tout simplement, l'a-t-on prié de venir? » Rosic se prit à rire. « Je ne doute pas qu'il n'arrive en effet, et ce sera la meilleure preuve de son innocence, car s'il était vraiment coupable, il se garderait de se jeter ainsi dans la gueule du loup. Mais justement, s'il ne venait pas, ce serait un aveu de son crime, et il se gardera bien de ne point obtempérer à notre invitation. Mais sous quel prétexte? Le plus simple, monsieur le procureur de la République l'a prié de passer d'urgence à son bureau afin de reconnaître si les billets de banque découverts sur le cadavre du père Canard ne sont pas les mêmes que ceux qui lui ont été volés. Et vous croyez? Je crois qu'il va nous jurer, c'est grand Dieu, que ces billets de banque n'ont rien de commun avec les siens, qu'il n'a été payé à peu près qu'en coupures de 100 ou de 50 francs, et que dans sa sacoche il n'y avait que quelques billets de 1000. Mais d'ailleurs nous allons bien voir, car on frappe à la porte, et ce doit être lui. En effet, un huissier annonçait « François Lecourt ». « Faites entrer », ordonna Chazal. Et François Lecourt parut. Rosic constata qu'il était plus pâle que ce matin. Cet homme évidemment était en proie à une terrible émotion. Chazal et Vix le considérèrent curieusement, mais Vix d'un coup d'œil parut le juger, et en son fort intérieur, il estima qu'il n'était pas aussi fort qu'il le craignait, et qu'il en aurait rapidement raison. Il n'était pas besoin de beaucoup ruser avec lui. « Donnez-vous la peine de vous asseoir » fit Chazal d'un ton assez aimable, qui parut rassurer le garçon de recette. « Oh, je ne suis pas fatigué, » fit-il. « Votre blessure, » demanda Vix, « ne vous fait pas souffrir ?»« Ce n'est rien. Vos bandits sont de fameux maladroits, et je m'en félicite, » remarqua Lecourt en essayant de sourire. « Voilà, »
fit alors Chazal. « Je vous ai fait appeler pour vous montrer les billets de banque découverts sur le cadavre du père Canard, billets que nous supposons être ceux qui vous ont été volés. » Et il prit la liasse de billets qu'il tendit à Lecourt, encore enveloppée du papier saignant, et telle qu'on l'avait découverte dans la poche du vieillard assassiné. Lecourt saisit le paquet, et pas un muscle de sa physionomie ne tressaillit. Il ne fit montre de la plus petite émotion. Calme, il défit le paquet, tira les billets, les examina, puis regardant le procureur, « Ma foi, je ne saurais rien assurer, mais tout de même il me semble que dans ma sacoche je n'avais pas autant de billets de 1000. » Vix eut un petit rire, et se tournant vers Rosic, « Que vous avais-je dit ?» Puis, s'adressant à Lecourt sur un ton terriblement calme, « Bah, fit-il, billets de 1000 ou billets de 100, il n'y a pas moins de 300 000 francs là-dedans. Et Clara Boeuf les acceptera tout de même. » À ce nom, Lecourt pâlit affreusement. « Et d'ailleurs, continua flegmatiquement Vix, si elle refusait, son fiancé, celui qu'elle doit épouser dans quelques jours, sans doute lui ferait entendre raison. » Et plantant ses yeux dans ceux de Lecourt, « Qu'en pensez-vous » C'était assurément plus que cet homme pouvait en supporter. Il voulut parler, étendit les mains, puis d'une seule pièce tomba sur le tapis. Vix se précipita. « Ce n'est rien, un évanouissement. L'émotion a été trop forte. Eh bien, monsieur Rosic, qu'en pensez-vous » ? « Je pense, » répondit Rosic d'une voix sourde, « que je n'ai qu'à m'incliner, parbleu. » Cependant, un huissier appelé faisait revenir Lecourt à lui, à l'aide d'un flacon de sel. On l'avait assis sur un fauteuil, il rouvrit les yeux, regarda autour de lui, eut un long frisson, puis se souvenant, il se mit à pleurer longuement. Quand il se fut un peu calmé, Vix, qui se trouvait debout devant lui, lui dit sur ce ton calme et bref qui lui était particulier, « Voyez-vous, Lecourt, vous avez commis 2 énormes fautes. La première, ce fut de supposer que l'on ne trouverait aucune connexité entre l'attentat que vous avez simulé et l'assassinat du père Canard. La seconde fut de trop vous presser de faire afficher votre mariage avec Clara Boeuf. Que diable, il fallait attendre. Mais peut-être aviez-vous des raisons. » Lecourt regardait Vix de ses yeux éperdus. « Vous êtes donc le diable ?» fit-il enfin. « Hélas, je ne suis pas même de la police, » répondit modestement Vix. « Mais en tout cas, vous avouez. » Il hocha la tête, puis « Puisque me voilà pris, d'ailleurs tant mieux, car voyez-vous, je ne suis pas un mauvais homme malgré tout, et je ne pensais pas que le remords viendrait me torturer aussi cruellement. Aussi je veux tout vous dire, et peut-être dans ma confession trouverez-vous une excuse à mon crime. Je suis un enfant trouvé, j'ai été élevé par l'assistance publique, on m'a appelé Lecourt par moquerie, parce que j'ai toujours été comme une vraie perche, même dans ma plus tendre enfance. Jusqu'à 18 ans, j'ai vécu dans la Beauce, travaillant dans les fermes, puis je me suis engagé en Afrique, dans les Zouaves. Vous pouvez consulter mon livret militaire, vous y verrez que j'ai toujours été un bon soldat. C'est en Afrique que j'ai fait la connaissance de M. Sidon, qui était alors sous-lieutenant. Et mon congé terminé, après avoir été quelque temps chauffeur, je me souvins de lui, vins le trouver, et il me prit comme garde dans la chasse qu'il possédait dans la forêt de F, près de D. À ce moment-là, le père Canard habitait à F. Il était déjà vieux à cette époque et ne travaillait plus, demandant son pain de porte en porte. La famille Caneton ou Canard était d'ailleurs assez mal famée. C'étaient des charbonniers, mais en réalité des braconniers, et même des contrebandiers. Et c'est là que je connus la fille d'une des filles du père Canard, cette Clara Boeuf, qui avait à cette époque 15 ou 16 ans, et n'était pas d'une vertu bien farouche. Que voulez-vous, moi j'étais jeune, et quoique garde-chasse, je m'entendis avec cette fille de braconnier, mais à ce moment je vous assure que je ne pensais qu'à m'amuser. D'ailleurs les Caneton disparurent, Clara vint chercher fortune à Paris, et le père Canard s'établit dans la forêt de R, car décidément il commençait à être trop connu dans celle de F. Un jour, moi-même, j'eus des démêlés fâcheux avec des braconniers qui avaient juré de me faire la peau. J'eus peur, j'avertis mon patron de ce qui se passait, et je lui demandai de me trouver autre chose à Paris, car je ne tenais pas à être retrouvé un matin dans un fourré avec 2 chevrotines dans la poitrine. Mon patron comprit mes raisons et me fit entrer au Crédit Bordelais, où de garçon de bureau, par mon application, mon honnêteté, je ne tardai pas à me faire remarquer et à être promu garçon de recette. Et je puis me vanter, messieurs, qu'à cette époque,
il eût été difficile de trouver dans tout Paris un homme aussi honnête que je l'étais. Comment je suis devenu un voleur et un assassin? Il faut que je dise tout. C'est la passion qui m'a perdu, la terrible passion que j'ai pour la pêche. Vivant seul, ne fréquentant personne, n'allant ni au café ni au théâtre, je n'avais qu'une seule joie au monde et c'était le dimanche de m'aller asseoir sur les berges de la Seine ou de la Marne et de là de pêcher à la ligne ou encore de louer un bateau et d'aller jeter mon épervier dans les bas-fonds. Je passais là des heures délicieuses et le soir, quand la nuit tombait et qu'il me fallait regagner Paris, quand je songeais que 7 jours durant je serais privé de ma joie et de mon bonheur, de toute ma passion, en un mot, j'en étais tout attristé. Et bientôt il arriva que dès le dimanche matin, quand je m'asseyais au bord de l'eau, ma gaule à la main, la pensée que le soir arriverait rapidement empoisonnait ma journée. Et je soupirais, ah, si j'étais riche, si j'avais des rentes, comme je serais heureux avec une petite maison au bord de l'eau où du soir au matin et du 1er janvier à la Saint-Sylvestre, je pourrais m'adonner à mon service. Il y avait surtout là-bas du côté de Poissy une petite maison isolée à vendre qui me faisait rêver. Voilà qui ferait joliment mon affaire. Rêve absurde, jamais je n'aurais les moyens de m'acheter une maison de campagne. Je ne gagnais pas assez et j'avais beau économiser, je savais bien que jamais je ne pourrais me retirer sur les bords de l'eau. De telles joies n'étaient pas faites pour moi. Il faut vous dire qu'un jour, j'étais allé à Saint-Aile, pêcher aux étangs d'Orlande. Et là, j'avais rencontré le père Canard. Et c'est là que le père Canard m'avait avoué qu'il avait 4 sous, qu'il voulait les laisser à sa petite-fille, Clara Boeuf, la seule de ses petits-enfants pour qui il eût quelque amitié. Et c'est moi qui lui dis de faire son testament et de le déposer chez un notaire de F, ce qu'il fit, séance tenante. Mais, à ce moment, je ne pensais à rien. Et je ne pensais pas davantage à autre chose le jour où, à Paris, dans la rue, je retrouvai Clara Boeuf qui était placée comme bonne chez une crémière. Elle était toujours gentille, Clara, mais je n'avais plus mes 20 ans, n'est-ce pas? Et puis, ce fut un dimanche, là-bas, à Poissy, que l'idée me vint de la chose. Oui, en arrivant, je vis que la petite maison qui me plaisait tant était vendue. Je me renseignai, quelqu'un l'avait acquise pour 15 000 francs, une misère. Je ne les avais pas, les 15 000 francs, mais je pensais que la veille, avec ce que je portais dans ma sacoche, j'avais eu de quoi en acheter 10 ou 12 de ces maisons au bord de l'eau, dans ce genre, et ce fut alors qu'elle me vint, l'idée de la chose. Oui, elle me vint comme un éclair. Je pensais au testament du père Canard, à Clara, à tout, et je me dis, ce serait facile, et ni vu ni connu. Que vous dirais-je? Une fois qu'une idée est entrée dans la cervelle d'un homme, il n'y a plus moyen de la faire sortir. Et chaque dimanche soir, en quittant les bords de la Marne ou de la Seine, je me disais, si tu voulais pourtant... Et finalement, je voulus. Et patiemment, lentement, je préparais la chose que depuis longtemps je triturais dans ma cervelle. D'abord, je commençai à faire la cour à Clara, qui m'aimait toujours et qui était flattée de fréquenter un garçon de recette, un homme qu'elle trouvait d'une condition supérieure à la sienne. Et puis, je lui proposai de l'épouser. Ce fut le bouquet, elle n'en revenait pas. Mais j'ai pas le sou, François. Bah, j'ai pas un mauvais métier et mes moyens me permettent de faire vivre une femme. J'en ai assez de vivre seule. Bon, de ce côté, ça bichait. Alors, m'étant mis une bosse dans le dos et ayant recroquevillé mes longues jambes, je louai la petite maison de la rue des 5 Diamants, qui, étant isolée et dans un quartier assez mal fréquenté, m'avait depuis longtemps apparu comme parfaitement propice à mes projets, et je n'eus plus qu'à attendre la bonne occasion. Elle se présenta, il se préparait pour moi une forte journée d'échéance, et je décidai que j'en profiterais. Le cours, à cet instant, se tut, soit qu'il voulût recueillir ses souvenirs, soit qu'il hésitât à terminer sa confession. Enfin, il poussa un profond soupir et reprit. Je fis donc ma tournée comme d'habitude et elle fut fructueuse. Presque tous les clients payèrent. Alors je pénétrai dans un grand hôtel près de la gare de Lyon, une de ces maisons où les allées et venues des voyageurs passent inaperçus et où j'avais eu soin la veille en bossu de louer une chambre. En un tour de main, je fus revêtu de mon costume civil et portant plié dans ma bosse mon uniforme, je me rendis sans pouvoir éveiller les moindres soupçons rue des 5 Diamants où j'attendis la nuit. Toutes mes dispositions étaient prises. Je savais qu'il y avait dans un garage ouvert à tous les vents une motocyclette qui me permettrait d'aller à Saint-Aile.
d'y faire ce que j'avais décidé et de revenir le tout en moins de 2 heures. Et tout tourna comme je le voulais. Je trouvai le vieux dans sa maison, il me reconnut, je le priai de m'accompagner dans le bois, je le poignardai et je fourrai dans sa poche la liasse de billets de 1000. Puis je filai, rentrai à Paris, où après avoir jeté mes vêtements dans le puits du jardin que j'avais loué, je me ligotai adroitement, m'enfonçai un poignard dans le bras pour donner plus de vraisemblance à l'affaire et me tins coi, jusqu'à ce qu'attirés par mes soupirs, des sergents de ville accourussent. Ah, j'étais bien tranquille, allez, et bien sûr que jamais nul au monde ne découvrirait le pot-aux roses. Je me disais, certes, on va être un peu étonné de trouver 300 000 francs sur le père Canard, mais ce n'est pas la première fois que l'on découvre une fortune dans la paillasse d'un vieux mendiant. Dans tous les cas, jamais l'idée ne viendra à âme qui vive de supposer que c'est le père Canard qui a détroussé le garçon de banque Lecourt. Moi, pendant ce temps, je donne ma démission au Crédit Bordelais, prétextant, ce qui sera bien compréhensible, que j'ai assez d'un métier aussi dangereux et que je ne veux pas y laisser ma peau. Je me retire donc et sans tambour ni trompette, j'épouse Clara, bien sûr que les journaux n'annonceront pas la chose dans leurs carnets mondains. Clara ne peut se douter de rien. Elle est illettrée et ne lit jamais les journaux. Et d'autre part, nul ne la connaît sous le nom de Clara Boeuf, mais sous celui vague de Joséphine. Elle ne saura donc jamais qu'à R, il y a un notaire qui la recherche pour lui donner une fortune. Nous nous marions, nous restons tranquilles, puis quand j'estime que la chose est bien oubliée, qu'il n'en est plus question, je dis à Clara qu'il y a à R un notaire qui la recherche. Nous partons pour R, nous touchons le magot, et nous nous retirons loin de Paris, sur les bords d'une rivière poissonneuse, où nous achetons une maison et où, riches désormais, nous coulons des jours tranquilles. C'était bien préparé, pour sûr. Mais il paraît qu'il y a des malins, je ne m'en doutais certes pas, et quand M. Rosic ce matin est venu me trouver, jamais l'idée ne me serait venue que l'on pouvait me soupçonner. Seulement ai-je eu une inquiétude, quand un agent est venu me chercher pour me conduire ici. Oh, je n'ai pas eu peur pour ma peau, simplement me suis-je dit que l'on avait supposé qu'il y avait une relation entre l'attentat contre le garçon de recette et l'argent trouvé sur le père Canard. Et j'ai pensé que la justice allait mettre la main sur le magot et que Clara n'aurait rien et que tout ce que j'avais fait serait inutile. Seulement ce n'est pas en vain que vous jouissez d'une telle réputation, monsieur Rosic. Vous êtes véritablement le malin des malins. Et, tout de suite, j'ai compris qu'avec vous, il n'y avait pas à faire le zouave, même quand on en était un ancien. J'ai cru être fort, mais j'avoue que vous l'êtes plus que moi. Monsieur Rosic, à cet éloge, ne répondit rien, mais Jacques Vix eut un sourire bien compréhensible. Chapitre 9. Conclusion. Cependant Chazal avait griffonné un mandat d'arrêt, et ayant sonné, il avait donné un ordre à l'huissier. 2 minutes après, 2 gendarmes se présentaient dans le cabinet du magistrat, et sur un signe s'emparaient de François Lecourt. « Adieu mes rêves », fit François Lecourt, en tendant docilement ses 2 mains aux menottes des gendarmes, fini de pêcher à la ligne. « Bah », fit Jacques Vix, « avec un bon avocat, vous pouvez en somme vous en tirer avec les travaux à perpétuité. À la nouvelle, vous serez en face de la mer, et pour la pêche, il y aura encore de bons jours pour vous. »« Oui, » fit Lecourt, « mais c'est toute une éducation à refaire, car je ne connais que la pêche en rivière. » Et une dernière fois, se tournant vers M. Rosic, « Je suis pris, mais au fond, j'aime mieux ça. Voyez-vous, j'avais compté sans ma conscience d'honnête homme, car malgré tout j'en suis un. Le remords aurait empoisonné mes jours, il me semble que j'aurais fini par me dénoncer. Dans tous les cas, permettez-moi de vous féliciter, vous êtes un as. » Il disparut entraîné par les gendarmes. Il y eut un silence entre les 3 hommes, qui restaient seuls en présence. Chazal songeait, Vix souriait. Quant à Rosic, il tortillait le bout de son nez, ce qui était chez lui l'indice d'un grand trouble d'âme. Enfin, après un temps, « Ma foi, fit-il, j'aurais mauvaise grâce à le nier. Cet homme avait raison, et je vous rends le compliment qu'il m'a fait, puisque, au fond, c'est à vous qu'il s'adresse. Vous êtes un as, monsieur Vix. »« Je le sais, » répondit modestement le millionnaire philosophe. Chazal, à cette réponse inattendue, éclata de rire. Mais Vix, le plus sérieusement du monde, « Aussi, monsieur Rosic, soyez-en persuadé. Je ne suis pas aussi fier que vous semblez croire de ma victoire sur vous. Que m'importe, j'étais parfaitement sûr que je vous battrais. De l'orgueil, pensez-vous, de la fatuité? Non, simplement la conviction de la force de la méthode. Et remarquez que cela ne prouve pas du tout une supériorité intellectuelle, pas le moins du monde.
cela indique simplement un esprit accoutumé à la logique, à la méthode et au raisonnement. Un romancier anglais que vous devez connaître a voulu nous faire admirer son héros, ce Sherlock Holmes, qui somme toute n'est qu'un policier comme les autres. J'ai voulu vous prouver que sans loupe, sans laboratoire, sans enquête, sans la moindre observation, dans son fauteuil, simplement en réfléchissant, un philosophe raisonneur pouvait venir à bout des problèmes les plus ardus. J'y ai réussi, vous en convenez, cela me suffit. J'ajouterai que je suis tellement modeste, monsieur Rosic, que je ne veux tirer aucun bénéfice, même moral, de ce petit exercice, et que je suis bien décidé à vous en laisser toute la gloire. Monsieur, s'exclama Rosic, je ne souffrirai pas. Mais si, voyons. Me voyez-vous jouant les détectives? Mais je n'aurai plus un quart d'heure de tranquillité. Dès qu'un soi-disant mystère se produirait, les gens assiégeraient ma porte. Je suis un incorrigible paresseux et je ne veux rien avoir à faire. Ainsi donc, monsieur Rosic, vous m'obligeriez fort, je vous le dis, en endossant toute la responsabilité de cette affaire. Puisque vous le désirez, fit Rosic, soyez tranquille, je n'en ouvrirai jamais la bouche. Quant à mon ami Chazal, je suis sûr qu'il gardera le silence. Oh, vous pouvez compter sur moi. François Lecourt passa aux assises, et comme l'avait prévu Vix, il ne fut condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité. Clara Boeuf, tout étonnée des événements qu'elle avait côtoyés, si elle n'hérita point de cet héritage sanglant de 300 000 francs trouvé sur le cadavre de son grand-père, n'en eut pas moins les 5 ou 6 000 francs découverts dans la cahute du bonhomme, ce qui lui permit de se marier avec un garçon nourrisseur et de s'établir crémière dans le 20e arrondissement. Cossard fut relâché sans avoir pu comprendre pourquoi il avait été arrêté, mais il n'en demanda pas des explications pour cela. Après 2 jours de détention, on le rendit à la liberté, et comprenant que d'avoir été emprisonné, même par erreur, était dans l'état de notre civilisation une tâche indélébile, il quitta la forêt de Hayres et s'en fut trouver de l'embauche chez les charbonniers d'une forêt bourguignonne où il n'était pas connu. Pour Pierroux, quand il avait appris qu'on l'accusait d'avoir assassiné le père Canard, de son propre mouvement il fournit un alibi certain. En effet, à l'heure où il aurait dû se trouver à Saint-Aile pour poignarder le père Canard, il se trouvait à Gentilly où il cambriolait une petite épicière. Il préférait avouer son vol afin de prouver qu'il n'avait pas commis un crime, et il s'en tira avec 1 an de prison. « Mais, lui demanda Rosic, quand je vous ai dit que Cossard avait assassiné le père Canard, pourquoi vous êtes-vous écrié la vache et avez-vous demandé s'il avait barboté le magot? Ce qui m'a induit à penser... » Pierroux se mit à rire. « Je savais, fit-il, que dans sa cahute, le père Canard étouffait un magot. Et j'avais décidé depuis longtemps d'aller un soir le lui barboter. Alors j'ai cru que Cossard avait fait le coup. » Rosic secoua la tête et en lui-même songea que M. Vix avait bien raison et que les policiers, quand ils se mettent en quête, ont bien tort de partir avec des idées préconçues, à quoi, avec un peu de bonne volonté, s'adaptent toujours les événements. Mais il ne s'arrêta pas longtemps à ces idées mélancoliques. Les journaux étaient pleins de lui, on vantait dans tous les lieux son flair et sa science de policier, et l'affaire de cet héritage sanglant allait bientôt faire oublier l'autre affaire du poignard de cristal qui avait établi sa célébrité. Seulement, il évitait de rencontrer M. Jacques Vix, dont le malicieux et goguenard sourire le torturait. Ici se termine L'héritage sanglant de Rodolphe Bringer, enregistré par Christiane Jehanne.